Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de retrouver les éditions Bouclard avec deux auteurs cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois qu'on a deux auteurs de chez Bouclard. Euh, alors, on a Rosalie Roy-Boucher donc, avec Alice Marche sur Fabrice et Guillaume Marie les Watters du Château. Alors, évidemment, deux titres. Ah, Bonsoir à tous les deux et bonsoir à Benjamin Reverdy, qui est donc l'éditeur de chez Bouclard, le cofondateur des éditions. Je suis ravi de vous retrouver parce que ce sont deux livres totalement, on va dire, what the fuck, soyons honnêtes, et qui sont aussi extrêmement bien écrits, avec une plume dont on se délecte à chaque fois, avec différentes strates de langage, on en parlera tout à l'heure. Mais d'abord, avant de parler littérature et de parler des textes, j'aimerais que vous vous présentiez tous les deux parce qu'on ne vous connaît pas encore totalement en France et j'aimerais véritablement euh, vous connaître davantage parce que les biographies des éditeurs souvent sont mensongères. Et j'aimerais avoir aussi votre parcours de vie à tous les deux. On va commencer par Rosalie. D'accord. Bonjour, Rosalie Roy-Boucher en direct de Rouyn-Noranda, Québec. Euh, j'ai 7 ans. Je suis native de l'Abitibi, qui est au nord-ouest du Québec, là où il fait bien froid. En fait, j'ai étudié à Montréal en littérature. J'ai fait le baccalauréat et la maîtrise à l'Université de Montréal, qui est l'équivalent de votre master. Et puis, je me suis spécialisée donc en littérature québécoise contemporaine et en création littéraire. Alice Marceau-Fabrice était mon mémoire de création littéraire, en fait, et puis que j'ai retravaillé pour le proposer à des maisons d'édition ici au Québec. Donc, voilà, je l'ai publié d'abord aux éditions de ta mère en 2018, qui est une petite maison d'édition vraiment, vraiment cool au Québec et qui publie des œuvres qui sont très irrévérencieuses, donc que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, mon parcours de vie, sinon, je saurais quoi vous dire. Donc, c'est ça, j'ai habité pendant 15 ans à Montréal, où j'ai fait mes études, et puis par la suite, j'ai travaillé dans le domaine de l'édition pendant 10 ans. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. Je suis allée en France régulièrement. J'ai marché le chemin de Compostelle quand j'avais 25 ans. Donc, ça a un petit peu inspiré, un petit peu beaucoup inspiré le livre Alice Marceau-Fabrice, pardon. Et puis, ben voilà, depuis peu maman d'une ans, et puis de retour dans ma région natale après 15 ans d'exil dans la grande ville. Donc, je retrouve mes racines campagnardes. Et puis, voilà. Enchantée. Merci d'être là. Pour la tournée, est-ce qu'il va y avoir des dates de prévues? Il me semble que Oui, oui. oui, je pars lundi. Je suis bien excitée et un petit peu nerveuse de venir à la rencontre des libraires puis des lecteurs en France. Donc, première date, c'est à Paris le 26, à Nantes le 27, à la Géothèque, à la Librairie du Canal à Paris, pardon, j'ai oublié de la nommer. Et puis à Lorient le 1er février, Librairie Fracas. Sur le site Bouclard aussi. Alors, Guillaume, c'est à nous parce que les Watters du château, c'est quand même un livre surprenant, c'est le moins qu'on puisse dire, et on pourrait dire qu'il y a plusieurs romans à l'intérieur. On parlera de la forme et du fond après, mais qui êtes-vous, Guillaume, pour écrire tout cela? Qu'est-ce qui est dans votre cerveau? On a l'impression qu'il y a plusieurs personnages dans votre tête, dans votre cerveau d'écrivain. Et je suis très curieux de savoir qui vous êtes réellement. en fait, on a tous plusieurs personnalités, plusieurs casquettes. On n'est pas le même quand on s'adresse à sa mère, à sa boulangère. Et donc, je pense que jouer sur toutes ces personnalités, c'est toujours quelque chose d'assez riche. On n'est vraiment pas le même quand on est au lit ou en balade, pour commencer un peu à parler du livre. Moi, je viens de Coutances, donc je suis comme Rosalie, je viens plutôt de la campagne. Coutances, c'est une toute petite ville en Normandie. J'y étais très heureux. J'ai fait mes études à Caen, des études de lettres modernes. Et après les études de lettres modernes, parce que je voulais pas trop être prof, j'ai fait des études de journalisme.
Et donc, j'étais journaliste. Je suis d'ailleurs toujours journaliste, mais j'étais journaliste dans l'ouest de la France pendant des longues années, où j'ai pu d'ailleurs rencontrer Benjamin, qui est devenu par la suite mon éditeur, même si les deux choses n'ont pas exactement à voir, mais on s'est déjà croisés dans une autre vie. Et désormais, je travaille à Paris, où je travaille sous mon vrai nom pour le journal Libération. Et à côté de ça, sous mon autre nom, qui n'est pas un pseudonyme, qui est plutôt un autre nom, j'écris de la poésie depuis très très longtemps et je publie depuis un peu moins longtemps, et notamment aux éditions Lanskine. Voilà un peu mon parcours. Et aujourd'hui, j'habite donc à côté de Paris, dans une petite maison où il fait froid, peut-être moins que chez Rosalie, mais aujourd'hui, il faisait froid à Paris. Voilà. Alors, pour parler des livres, évidemment, parce que j'espère que beaucoup vous liront, parce que ça vaut le détour, comme souvent dans cette collection-là, 109 chez Bouclard. Mais j'aimerais que vous nous parliez de vos intentions, parce qu'on n'écrit pas un livre sans intention. Et autant pour Rosalie, on imagine l'intention d'une petite vengeance, peut-être. Mais pour Guillaume, tous les deux, j'aimerais que vous nous parliez de ce qui vous a motivé à écrire sur ces sujets-là. On parlera tout à l'heure, évidemment, de tout ce qui forme ces textes-là, mais au préalable, qu'est-ce qui a forgé votre envie d'écrire ces deux romans, ces deux livres? Je ne sais pas si on peut appeler ça roman en réalité, puisque les différentes strates que vous utilisez, les différents langages que vous utilisez peuvent potentiellement faire état de livres protéiformes. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vous à l'intérieur, évidemment, mais comment vous définiriez votre livre? Et ensuite, peut-être nous faire un petit pitch qui n'est pas toujours le même que l'éditeur. C'est ça qui est peut-être intéressant. Vous l'avez peut-être ressenti de manière différente quand vous l'avez écrit. Moi, si je peux commencer, moi je crois que je revendique le terme de roman, même si en effet, ce n'est pas un roman traditionnel. Moi, ce que je voulais, écrivant principalement de la poésie et puis étant publié principalement pour la poésie, je voulais me frotter au roman un peu par jeu, pour m'amuser, parce que je trouve que être romancier, c'est une posture un peu à la con, un peu supérieure dans les librairies par rapport aux poètes, évidemment. Et puis, c'est c'est un peu la posture de la star de la littérature, surtout en ce moment, je trouve. Donc, ça m'amusait de faire comme si. Et donc, moi, je voulais vraiment faire mon intention, c'était vraiment d'embarquer le lecteur. Je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse de l'aventure. Mon roman préféré, celui que je lis tous les ans, c'est L'île au trésor de Stevenson. Et j'adore. J'adore en fait les romans d'aventure, les péripéties, des romans où il se passe des choses. J'adore aussi Proust. J'ai fait mon mémoire de maîtrise sur Proust et bien sûr, il ne se passe pas exactement autant de péripéties que dans Les Lieux du Trésor, en plus de pages pourtant. Mais, euh, mais voilà, mon intention, c'était vraiment que le lecteur puisse ressentir la même émotion que quand on lit L'île au trésor, c'est-à-dire avoir envie que les héros gagnent, avoir envie qu'il se passe quelque chose, avoir envie que, le, que, que l'aventure se conclue par quelque chose d'heureux, etc. Et donc, cette intention, je pense que j'ai en partie raté, cette intention, et que c'est à partir de cet échec que j'ai constitué mon livre, en quelque sorte. C'est-à-dire en faisant plusieurs tentatives de ce genre de scénario, entre guillemets, j'ai fait un roman qui s'appelle donc Les Boîtiers du Château. Ben, de mon côté, en fait, je m'intéressais au chemin de Compostelle depuis très longtemps avant même de me lancer sur la route. Et puis, j'ai beaucoup lu des livres qui ont été écrits à ce propos-là, autant d'auteurs français ou québécois. Et puis, souvent, j'étais très, comment dire, après l'avoir fait plutôt, après avoir fait le chemin, en relisant ces livres-là dans le cadre justement de mes études, j'étais bien fâchée de voir à quel point c'était pas représentatif de la réalité que j'avais vécue sur le chemin, c'est-à-dire souvent les livres qui abordent le chemin de Compostelle parlent d'espèces de chemin sacré, d'illumination, comme de
d'expériences qui touchent au céleste d'une certaine manière. Puis, dans mon cas personnel, c'était pas du tout ça. C'était vraiment, oui, une vengeance, comme on a pu le mentionner précédemment, mais en fait, le but, c'était juste de changer le mal de cœur, c'est-à-dire la peine de cœur pour le mal de corps, de transférer ce mal-être-là dans mon corps d'une certaine manière. Puis, c'est ça, j'étais un peu frustrée des lectures que j'ai faites en lien avec le chemin de Compostelle, donc j'ai décidé tout simplement d'écrire le livre que moi, j'aurais eu envie de lire comme femme qui va sur le chemin pour traiter des bobos, parce que la plupart des gens, en fait, qui vont sur le chemin de Compostelle, c'est sûr qu'il y a des randonneurs puis des grands sportifs qui font ça comme un défi sportif, mais la plupart cherchent cette illumination-là. Et puis au final, peu l'ont réellement. Je pense que la réalité, c'est que beaucoup de gens font semblant de l'avoir. Mais c'est ça, en fait. J'ai voulu montrer une femme qui marche, qui est fâchée, qui constate la beauté, mais qui ne se l'approprie pas parce que peine de cœur et qui, au final, est changée, mais pas tant que ça. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, c'est de faire un roman de filles fâchées sur le chemin de Compostelle qui détonne des autres récits de ce chemin sacré déjà écrit. C'est évident. Alors, est-ce que je rebondis sur ça, sur le prétexte? Quel est le prétexte au final? Est-ce que c'est la rupture qui est un prétexte pour le chemin de Compostelle ou c'est l'inverse? Est-ce qu'il y a un prétexte réel ou au contraire les deux sont complémentaires? Parce qu'au final, la rupture intervient très peu dans le texte. Elle intervient par bribes, de manière très violente, ça c'est évident, mais elle est en filigrane. Elle n'est pas forcément, vous ne parlez pas de votre rupture avec Fabrice. Alors c'est Alice, évidemment, c'est la narratrice. Ce n'est pas forcément vous, mais vous n'en parlez pas à toutes les pages. Non, c'est sûr. Par contre, je pense que ce mal-être se transmet quand même dans l'attitude assez désagréable de la narratrice, c'est-à-dire que en bon québécois, c'est une grosse chialeuse qui se plaint tout le temps et puis qui n'accepte pas le beau autour d'elle d'une certaine manière. Donc, est-ce que c'est un prétexte? Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt la vie qui suit son cours, puis un addon qui fait en sorte qu'à ce moment-là de sa vie, ça fonctionne. Elle a le temps de le faire, elle y va, cool, let's go, on y va. Mais sinon, je ne sais pas à quel point. En fait, c'est sûr que le chemin est un prétexte à raconter parce que d'une certaine manière, moi, la manière dont j'ai conçu le texte, c'était sous la forme un peu d'un journal fourre-tout. On suit Alice au fil des étapes. On ne les voit pas toutes, comme dans un journal, des jours qu'on note, d'autres jours non. Et puis l'idée aussi, c'était d'ajouter des textes de différentes formes, en fait, qui viennent ajouter du cafouillis un peu dans le texte, qui amène des tons différents, c'est-à-dire dans l'écriture, je vais vous dire la vérité, j'ai rien à cacher. J'ai volé des pages d'un journal d'une femme que je ne connais pas, mais qui a fait le chemin. Puis, ben, j'ai demandé avant, mais j'ai juste copié des pages, puis je les ai mis là-dedans, puis c'est comme ça. Donc, l'idée, c'était de faire un journal qui est d'une certaine manière un livre déambulatoire où on marche avec Alice puis qu'on constate son évolution ou sa non-évolution d'une certaine manière, et puis dans laquelle on accumule les informations au fil de sa marche. J'aimerais que Guillaume nous fasse un pitch du sien. Et alors là, bon courage. Je ne sais pas comment vous le pitchez, mais j'en suis incapable. Non, mais en fait, je me suis entraîné souvent et en fait, c'est pas facile. Disons que c'est un roman de péripéties. C'est l'itinéraire d'un type qui commence en Normandie pour atterrir à Paris en passant par Nantes. Un type qui s'appelle Guillaume, mais qui est à la fois moi et pas moi.
et à qui il arrive tout un tas de trucs. Et donc, voilà. Pardon? Tout démarre par une rallonge manquante, exactement, et tout finit par la difficulté de compter des escaliers. Voilà. C'est vraiment l'itinéraire, c'est ça. Ensuite, ça peut être un roman d'apprentissage pour le pitcher. Un roman d'apprentissage dans le sens où c'est quand même un passage à l'âge adulte, d'une enfance d'un enfant puis ado à l'âge adulte, qui fait la découverte de la sexualité, puis de l'amour, puis de l'installation. Donc ça, c'est une façon de le pitcher que j'aime assez, parce que pour moi, c'est un peu un roman d'apprentissage. Mais évidemment, enfin, je dis évidemment parce que moi, je sais que ce n'est pas exactement ça. Il y a quand même tout un tas de péripéties. À Nantes, le héros croise une licorne, par exemple. Donc, il y a peu de romans d'apprentissage où ça se produit. Donc, c'est aussi un roman fantastique et un roman érotique parce que quand le héros découvre la sexualité, bah, on y va, quoi. On y va avec lui. C'était aussi le principe, pour répondre à la question de tout à l'heure, de faire vibrer le lecteur, c'était aussi jusque-là. Pourquoi pas tenter le coup de le mettre en position d'être excité, d'être gêné, pourquoi pas, mais en tout cas, d'aller jusque-là, de tenter une écriture quasiment de la pornographie. La pornographie est assez cool, assez soft, c'est pas du tout trash, c'est pas sad, loin de là. C'est plutôt souriant, sympathique, personne ne meurt là-dedans. Il n'y a pas de violence et tout, mais ça se passe très bien. Mais par contre, effectivement, pornographie dans le sens où c'est presque du gros plan, où effectivement, voilà, donc c'est pas tout le roman, mais il y a quand même une attention âme sensible. Il y a une petite partie, un chapitre qu'on peut sauter si on veut, hein. Euh, mais vous faites une différence entre érotisme et pornographie. Moi, j'ai pas trouvé ça pornographique, j'ai trouvé ça plutôt érotique. Ouais, en fait, le chapitre qui se passe sur la mer, donc sur un voilier, moi je le qualifie de porno parce que je trouve que c'est un code du porno d'assister à l'acte sexuel du début jusqu'à la fin avec des gros plans, si on définit ça comme ça. Alors que l'érotisme, j'ai l'impression que c'est plutôt une sorte d'atmosphère, d'ambiance, un peu excitante, mais euh, qui est moins nez collé à l'acte sexuel. Bon, mais ça, Et la sexualité ne s'arrête pas aux êtres humains dans ce roman non plus. non. Mais il y a un Euh, poulpe aussi chez Rosalie, hein. oui, exact. Il y a certaines, ressemblances, en effet, par bribes, hein, évidemment, mais je ne sais pas si on peut parler de cet épisode du poulpe, parce que je pense qu'il faut que le lecteur je ne sais pas si vous en avez l'habitude en librairie, en rencontre, de dévoiler cet épisode du poulpe qui arrive très tôt dans le roman, mais je ne suis pas sûr qu'il faille en dévoiler réellement ce qui s'y passe. En tout cas, les retours des lecteurs sur ce chapitre sont nombreux. Voilà. Normal. Et pas mal de gens, enfin, quasi 100% des gens sont assez contents. Oui, j'imagine. J'aimerais que vous nous parliez de vos influences. Alors, Rosalie y met souvent du Gary et du Kundera aussi. Est-ce que ça fait partie des auteurs qui vous ont façonné? Euh, Tout à l'heure, Guillaume parlait de Stevenson. Quelles sont vos influences culturelles, littéraires qui ont formé votre carrière d'écrivain ou qui vont potentiellement influencer vos prochains romans? Oh, c'est une grande question. Vous avez nommé des auteurs français classiques. C'est sûr que Romain Gary, j'en parle dans Alice. C'est sûr que pour moi, c'est un auteur important qui amène quelque chose de vraiment différent dans la littérature, la littérature plus classique là, que j'ai pu lire au courant de mes études et puis de mes lectures, tout simplement. Mais la réalité, c'est que je suis vraiment plus influencée par les auteurs québécois contemporains que par les auteurs classiques.
Dès mon adolescence, je me suis mise à lire Michel Tremblay. Puis je pense que Tremblay m'a beaucoup influencée par son usage de l'oralité. En fait, j'aurais beaucoup de mal à écrire en français normatif. C'est ça, j'ai tendance à écrire un peu comme je parle. Les gens qui me connaissent puis qui lisent Alice ou qui lisent n'importe quel autre texte que j'ai pu écrire me reconnaissent d'emblée dans ce que j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. En fait, c'est comme ça, ça sort comme je parle, comme je suis. La fiction, pour moi, j'en écris. Toutefois, c'est plus difficile pour moi de me plonger dans la tête puis l'univers de quelqu'un qui est éloigné de moi. Donc, même si Alice Marche sur Fabrice, c'est une fiction, il reste qu'il y a beaucoup de moi. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est des gens que j'ai rencontrés en grande partie. Donc, c'est certain que pour moi, l'autofiction a une grande place et puis j'en lis beaucoup. J'ai de la chance parce que c'est quand même un genre qui est très prisé de nos jours. Donc, c'est ça. Donc, les auteurs québécois contemporains, les gens que j'ai côtoyés puis que je rencontre de nos jours dans les salons du livre, j'aime lire, c'est maintenant. Et sinon, j'ai un grand amour infini pour un chanteur que moi, je préfère me nommer poète parce que c'est un grand poète, c'est Richard Desjardins, qui vient de la ville où j'habite présentement, Rouyn-Noranda, qui est un chanteur qui est devenu un pilier de la chanson francophone québécoise, mais selon moi, francophone aussi, qui réussit à toucher l'infiniment grand avec des mots simples du quotidien, avec la beauté des petites choses. Il m'inspire beaucoup. J'aimerais être comme lui. J'aimerais être comme lui, mais je ne suis pas rendue là, mais j'essaie très fort. J'essaie d'y aller dans le petit, dans le réel, dans le moi, dans ce qui est le quotidien, puis le rendre poétique à ma manière, un peu comme lui le fait, beaucoup plus adroitement que moi. Je vous pose cette question parce qu'évidemment, à travers votre façon d'écrire, votre littérature, on s'interroge sur ces influences-là. Parce que ce soit Rosalie ou Guillaume, vous avez un phrasé qui est en effet poétique et on a l'impression que la poésie a peut-être joué un rôle plus important. Apparemment, pas forcément pour Rosalie, c'est surprenant. Et il y a aussi un côté thriller pour Guillaume. Vous avez cette faculté à nous tenir en haleine extrêmement rapidement dès les premières pages. Je mets au défi quiconque de découvrir la scène du poulpe alors qu'on connaît les faits, personne ne s'attend à ça à la fin. Donc ça, c'est plutôt une immense qualité. Merci. Non, pour rebondir, moi, franchement, un de mes rêves, c'est d'écrire un polar. Vraiment, ça, je ne suis pas très lecteur de polar. J'en lis de temps en temps, j'aime bien, je lis vraiment du Agatha Christie, j'en ai plein mes toilettes et de temps en temps j'en sors un. J'adore ça pour passer le temps en train, tout ça. Et puis c'est vraiment super, enfin, c'est vraiment très très efficace. On s'attache très vite au personnage, on pleure quand il meurt, etc. Et on est toujours surpris aussi, c'est ce que vous disiez. Ensuite, donc ça, ce sera peut-être un jour, mais pour Les Waters du Château, moi, une référence vraiment très importante pour moi dans la forme, c'est-à-dire dans le fait de pouvoir appeler roman une série de péripéties et dans l'attachement au fantastique, c'est Italo Calvino. Clairement, que ce soit Marco Valdo et Palomar pour le côté roman par épisode, roman en péripéties, et alors à côté de ça, la possibilité de se donner toute l'attitude, enfin, d'être vraiment le dieu, le maître de l'univers au bout de son clavier pour faire ce qu'on veut avec ses personnages. Effectivement, Calvino, il a une puissance d'imagination et de fantastique qui est tout en restant, c'est jamais de la science-fiction, tout en restant
dans des récits très vraisemblables. Le vicomte Pourfendu, ce type qui se prend un boulet de canon et qui ne vit plus qu'à moitié, vraiment la moitié de son corps. Et ça, enfin, une fois que c'est dit, ça pose de problème à personne. Le récit se constitue avec cette donnée-là. Et ça, c'est vraiment pour moi une référence absolue. Et en effet, je ne l'avais pas vu, mais oui, ça se ressent vraiment dans votre roman. C'est véritablement une très belle influence. Vous écrivez tous les deux par fragments, peut-être par pulsions. On a l'impression qu'il y a des pulsions littéraires chez vous. Chez tous les deux, vous avez quasiment les mêmes. Si on compare la durée des chapitres, le rythme des chapitres, on est quasiment sur la même longueur d'onde. Il faut que les mots jaillissent. J'ai eu cette impression-là, en tout cas, en vous lisant, mais comment vous écrivez au quotidien? Est-ce que vous écrivez dans cette même pulsion, dans ce même rythme-là? J'aimerais savoir comment vous écrivez, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit secret quand même derrière tout ça. Si je peux prendre la balle au bon. En fait, pour conclure même le sujet précédent qui va m'amener à répondre à votre question, une autre influence, en fait, qui m'a guidée un peu dans la rédaction d'Alice Marche sur Fabrice, c'est l'écrivain Éric Plamondon, qui habite en France maintenant, qui est un Québécois exilé en France, et puis qui en fait, le premier contact que j'ai eu avec l'écriture fragmentaire de cette manière-là, c'est-à-dire que c'est l'accumulation d'informations, c'est une écriture un peu Wikipédia, là, où les informations s'accumulent pour créer même une histoire au travers de tout ça. Donc, c'est ça, c'est la première fois que j'étais en contact avec une écriture que j'ai trouvée tellement libre dans la forme, en fait. Puis ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a donné à moi aussi beaucoup de liberté, en fait, pour écrire mon roman. Puis, en fait, je pense que personnellement, c'est simplement, c'est comme vous dites, là, c'est un peu des pulsions d'écriture. En fait, c'est des tableaux qui se manifestent dans ma tête. Puis moi, c'est ça, j'écris sous forme de tableau. Puis souvent, un tableau en amène un autre. Et puis, j'écris sans plan la plupart du temps parce que de toute façon, l'écriture m'amène toujours à des images différentes qui finissent par s'accumuler. Puis après, c'est une game de Tetris. J'accumule les tableaux puis je les réorganise. C'est sûr que dans le cas d'Alice Marche sur Fabrice, il y avait quand même une progression dans le trajet d'une certaine manière. Mais pour ce qui est des tableaux qui ne sont pas nécessairement en lien direct avec le chemin, ça, c'était des images qui me venaient puis qui, en fait, s'imposaient. Et puis, tout simplement, je capitulais chaque fois et puis je les écrivais. Et puis après, c'est ça, c'est une accumulation. C'est peut-être aussi la peur de la narration suivie. C'est peut-être le syndrome de l'imposteur, d'une certaine manière. C'est drôle parce que même si j'essaie de tout mon cœur d'écrire une narration suivie, ça finit toujours par fragments. C'est comme ça. Je trouve que ça apporte du rythme, ça me permet toutes les folies que je veux. Puis, c'est ça. C'est tout naturel. Donc, je laisse aller le fragment. Le fameux syndrome de l'imposteur. On le sent aussi chez vous, Guillaume, dès l'épigraphe avec cette phrase de Jacques Roubaud, qui dit en substance qu'il est nul, 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 mais que ce n'est pas une raison pour ne pas écrire de roman. Est-ce qu'il y a chez vous aussi ce syndrome de l'imposteur par rapport à la littérature, par rapport aux auteurs? On a du mal à y croire, vu tous les deux vos qualités d'écriture, mais c'est peut-être ça qui fait aussi votre talent et votre charme. Mais est-ce qu'il y a ce syndrome de l'imposteur aussi chez vous, Guillaume? Ouais. Ah oui, totalement. Et c'est vraiment une phrase de l'enlèvement d'Hortense de Jacques Roubaud que j'aime beaucoup parce que c'est ce que je disais. Se dire romancier, c'est bizarre, mais on pourrait croire que se dire poète, c'est plus dur. Et pourtant, moi, je trouve que c'est se dire romancier que je trouve un peu pesant, un peu difficile. Et
moi, j'ai donc dû, en fait, comme porter un masque, vraiment faire semblant pour me dire, ça y est, je m'y autorise, en fait, je m'amuse à fabriquer un roman, je fais comme si, en fait, vraiment. Et je me retrouve vraiment dans ce que disait Rosalie. Moi, dès que j'essaye d'écrire un texte au long cours, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'y arrive pas. Et quand elle a parlé de Tetris, c'est vraiment ça. Moi, vraiment, les textes, je les ai écrits d'abord pour moi, par petits bouts, pour pouvoir tester des choses, de la narration sous forme poétique, donc un récit érotique, etc. Et donc, j'ai commencé à en placer dans des revues, à droite à gauche. On en a publié, je fais partie d'un petit collectif en France qui s'appelle le collectif Pou. On en a publié une de ces histoires qu'on a distribuées comme ça en auto-édition. Et en fait, au bout d'un moment, le motif dans le tapis, comme dirait l'autre, m'est apparu et je me suis dit, bah, en fait, tout ça, c'est le même personnage. Et en fait, c'est moi. Et ça raconte ma vie. Et tiens, est-ce que j'essaierais pas de fabriquer une trame, un schéma général qui puisse constituer un ensemble, en fait. Un ensemble. Et l'idée, c'était soit de réécrire en écrivant des chevilles. Et en fait, je crois, je ne sais pas si Alice, tu es comme moi, mais moi, les chevilles dans les romans, 20 ans après, en fait, je trouve ça nul. Pendant ce temps où... pardon? Nul, 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 ouais, vraiment. Non, je trouve ça... Enfin, c'est bête de dire ça. Bien sûr, il y a plein de façons de le faire qui sont géniales, bien sûr, mais je ne me sentais pas de le faire. Et donc, assumer le côté fragmentaire, c'était aussi dire, eh ben voilà, là, mon héros, il a déménagé, et on ne va pas décrire son déménagement pendant ce temps-là, on ne veut même pas dire 20 ans après, ou 15 ans après, ou je ne sais quoi, enfin, assumer en fait le côté composite. C'est un peu ce qu'on disait dès l'entrée, on a vraiment chacun plusieurs vies, plusieurs casquettes, plusieurs façons d'être. Et en fait, les romans, moi, c'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Rosalie. Je pense que c'est un livre où on est sur le chemin parce que il y a sa voix, mais pas que. Il y a aussi le paysage, les gens qui l'entourent, effectivement, des extraits d'un carnet. Et donc, en fait, c'est ça la vie. Et donc, mettre un peu de cette vie-là dans le roman, c'est-à-dire vraiment, non pas une seule voix, mais un peu plusieurs voix, je trouve que c'est plaisant. Puis, je pense que c'est comme ça que les romans peuvent être intéressants aussi. Que vous distillez dans le récit. Comment ils sont arrivés à vous? Est-ce que tout à l'heure, vous avez dit que vous les aviez rencontrés, mais peut-être pas tous? Est-ce qu'il y en a certains qui sortent de votre esprit totalement? Mais cette diversité-là, et certains sont extrêmement touchants, notamment cet homme dont la femme lui dit tout simplement au moment du départ, je ne sais plus quel meuble, elle lui dit, je ne sais plus, il y a une urgence à un moment donné sur un truc idiot, inutile, et lui, il réclame de l'affection, lui, il réclame de l'affection, de l'amour. Cet homme-là, il est extrêmement touchant aussi. Mais ils viennent d'où ces personnages? Ces personnages que vous avez rencontrés, peut-être physiquement ou pas? En partie. Euh, Juste une petite parenthèse. Merci, Guillaume, pour tes beaux commentaires. J'ai beaucoup aimé ton livre aussi, puis j'ai aussi trouvé plein de ressemblances entre nos deux romans. C'est vraiment cool de te parler aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, oui, les personnages, je les ai rencontrés. Je veux dire, sur le chemin, on rencontre des milliers de personnes. Il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est comme une autoroute, hein, le chemin de Compostelle. On rencontre toutes sortes de gens. Oui, il y a des personnes qui existent et se sont reconnues d'ailleurs. Mais par contre, souvent, je fais des accumulations, c'est-à-dire je fusionne des personnes ensemble justement pour ne prendre que ce qui est littérairement intéressant dans chacun d'entre eux. C'est sûr que dans le roman, il y a peu de place à euh, découvrir en long et en large chaque personne parce que d'une certaine manière, c'est un peu ça le chemin de Compostelle aussi. On marche, on rencontre des gens, mais d'emblée, on peut pas. C'est difficile de jouer une game, d'être
de porter un masque, d'être personne d'autre que soi-même sur le chemin de Compostelle, parce que les gens qu'on rencontre, c'est instantané. Peut-être que demain, on ne les verra plus jamais. Peut-être qu'ils vont rester à côté de nous puis que ça ne nous tente pas de les voir. Peut-être que ça va devenir un ami pour la vie. Mais il reste que, pour moi, en tout cas, de la manière dont moi je l'ai vécu, c'est un instantané. C'est une personne, masque enlevé, c'est moi, puis ça passe ou ça casse. Donc, c'est un petit peu ça que j'ai voulu faire aussi avec les personnages. Je voulais que ce soit des concentrés de leur personnalité, de ce que j'ai pu capter d'eux, en élaguant tout le reste. Un personnage désagréable, la personne a beau être gentille la plupart du temps. Si ce que moi, il m'est resté, c'est un sentiment désagréable, je vais lui donner une personnalité désagréable. C'est-à-dire donc, il n'y a pas beaucoup de place pour la nuance à cause de justement cette brièveté de la rencontre, cette mouvance dans la narration comme dans la vie du chemin. Donc, c'est ça, en fait, ce que je voulais, c'était faire des instantanés, des polaroids de personnages que l'on croise et qui restent ou pas. Et vous les avez façonnés parce qu'en effet, c'est un roman d'apprentissage aussi, vous l'avez dit, mais ces personnages-là qui interviennent, ces animaux, toute cette atmosphère-là, comment vous l'avez façonnée, écrite, comment elle est apparue dans votre esprit, mais surtout, comment vous l'avez... Moi, j'aimerais savoir, en fait, quel a été votre état pendant l'écriture. À tous les deux, d'ailleurs. Est-ce que c'était... Alors, pour Rosalie, j'imagine que c'était plutôt jouissif, dans le sens où cette femme qui a piqué le mari d'Alice en prend pour son grade. On en reparlera juste après, mais votre état, quand vous écrivez, puisque les deux romans sont extrêmement jubilatoires, quel est votre état au moment de l'écriture? Ah oui, oui, je vous confirme qu'en effet, c'est complètement jouissif. C'est vraiment jouissif de dire, tiens, si moi je me balade beaucoup sur la Petite Ceinture, par exemple, là, dans le sud de Paris, je me dis, bah, en fait, là, il faudrait vraiment que je rencontre le diable à cet endroit-là. Voilà. Et c'est jouissif de se dire, bah, je vais gagner au loto et il va y avoir un problème avec le diable. Voilà. Donc, les potentialités de précisément le roman et précisément raconter une histoire sont extrêmement jouissives. Ouais. Et en effet, pour répondre à votre première question, pour le coup, tous les personnages existent. En vrai, ce sont des personnages de ma famille et de mon entourage. Et je m'en suis un peu rendu compte après. À un moment, je me suis dit, bah oui, mais c'est vraiment ma grand-mère, en fait. Ah, mais oui, mais cette cousine, mais c'est vraiment telle personne. Au début, d'ailleurs, certaines personnes portaient le même prénom que dans la vie. Et ensuite, vraiment, j'ai fait un gros travail pour fabriquer quand même un ensemble. Et j'ai fusionné les personnages entre eux. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour certains de se retrouver. Mais effectivement, ouais, mon rêve, enfin mon rêve, quand je l'ai écrit, c'était qu'il y ait un bandeau, vous savez, comme les bandeaux des prix, là, avec marqué « Tout est vrai », en énorme, et sur un fond rouge. Et ça m'amusait trop, je trouvais ça génialement ironique. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas, parce que c'est drôle si on a lu le roman et qu'on sait que de facto, ça ne peut pas être vrai, puisque évidemment, je rencontre une licorne, il y a un chat qui sort d'un miroir, il y a ce poulpe géant qui fait des choses, etc. Le diable qui arrive dans le sud de Paris avec sa pie, ou l'inverse. Donc, évidemment, le bandeau, il aurait fallu à la limite le mettre à la fin en disant « et au fait, tout était vrai », enfin, de façon un peu ironique. Mais effectivement, voilà, mon intention était celle-là. Je ne l'ai même pas proposé à Benjamin parce que je me suis dit, bon, de toute façon. Je pense même qu'il l'aurait accepté. Pardon? Je pense même qu'il aurait pu l'accepter. Peut-être. Hein. J'y réfléchis en ce moment même. J'étais sûr. Rosalie, sur cet état au moment de l'écriture, sur cet état de jouissance, de jubilation, j'imagine que, alors, ça peut avoir peut-être des effets contraires, je ne sais pas, peut-être que vous avez souffert aussi au moment de l'écriture.
en repensant à cette histoire. Quel a été votre état, justement, pendant cette écriture-là? C'était doux amer, je dirais. Juste pour rebondir avec Guillaume, moi, j'étais contente de lire dans les personnages. J'étais contente de revoir Michel. Ça faisait un moment que je n'avais pas entendu parler de Michel. Donc, oui, pour ce qui est de mon état, c'était doux amer parce que, d'une certaine manière, de revivre le voyage, c'était, bon, je veux dire, j'ai beau dire le contraire, ça reste quelque chose qui a un peu changé ma vie, qui m'a poussé à me dépasser puis à relever des défis que je pensais impossibles, ce genre de choses un peu clichés que tous les autres auteurs ont mis dans leurs livres, puis que moi, j'ai essayé d'éviter. Mais il reste que, c'est ça, il y avait un peu de nostalgie, bien sûr, de cette époque. Il y avait aussi un peu de... Un peu. Il y avait encore de la colère, on ne va pas se le cacher. Il y avait encore de la colère et puis un désir de dire les choses telles qu'elles sont, mais en même temps aussi une petite crainte. J'essayais de ne pas me mettre de frein, pas de trop me mettre de censure, mais en même temps, j'avais quand même peur parce que je savais que des gens allaient se reconnaître. Mais bon, après un certain temps, j'ai travaillé le texte quand même longtemps, puisque justement, comme je vous disais, j'ai travaillé dans le cadre de mes études. Ensuite, je l'ai retravaillé aussi avec mon premier éditeur chez Ta Mère en 2010. Donc, j'ai eu le temps, en fait, avant la publication, de mettre un peu de distance, là, puis d'accepter justement que, ben, on s'en fout, là, les gens liront, puis c'est tout, puis ils prendront ce qu'ils veulent. C'est comme ça, mais donc j'avais un peu de crainte, mais aussi, je l'avoue, c'est pas du tout humble de ma part, mais il y a plusieurs fois où j'écris, puis je me fais beaucoup rire, en fait. Je pense que je suis un excellent public pour moi-même. Puis ça, c'est vraiment cool, en fait. C'est là que je me rends compte, quand je ris de ce que j'écris, que je pense que je fais quelque chose, en fait. Donc, c'est pas mal ça. Ça ne m'étonne pas. Je précise que ma mère n'y est pour rien, hein, sur les éditions. Ce sont bien les éditions de Ta Mère. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, les éditions Bouclard ont l'habitude de travailler avec cette même maison d'édition québécoise qui est en effet géniale. Et grâce à Bouclard, on a la chance de pouvoir lire ces textes-là. Et ce n'est pas rien. Donc, merci aux éditions de Ta Mère. J'aimerais, Guillaume, que vous nous lisiez un petit extrait. Comme ça, ceux qui ne vous ont pas lu vont pouvoir prendre conscience du style, de la forme peut-être, et on enchaînera avec une lecture de Rosalie. Avec plaisir. Un jour, je compte. De la chambre au salon, il y a 14 marches. Mais du salon à la chambre, pourquoi je n'en trouve plus que 13? Je suis sûr de mes 14 et je suis certain des 13. Quand on descend, il y aurait plus de marches? Cela n'a aucun sens. Passons. Mais le lendemain, je recompte, parce que peut-être j'étais mal réveillé, mais non. De la chambre au salon, encore 14 marches. Merde, encore 14. Je fais comme si de rien n'était, je me prépare un café, je nourris le chat, je fais comme si je pensais à autre chose. Je sifflote même. Et puis tout à coup, je me souviens, j'ai oublié un truc là-haut. Et pourquoi pas en montant, en profiter pour compter les marches? Tiens oui. 1, 2, 3. Je connais déjà le résultat. 4, 5, 6. Je sais très bien où ça nous mène. 7, 8, 9. Purée. 13. Pourtant, je suis sûr du moi de tout à l'heure. Je lui donnerai le bon Dieu sans confession. Il n'était pas réveillé, mais il sait compter. Il connaît la différence entre 13 et 14. La différence est une marche. Vous voyez? Merde. Je ne vais pourtant pas recompter en redescendant. Non. D'ailleurs, en redescendant, je pense au café qui vient, au week-end qui viendra, mais je m'interdis de compter. Peine perdue. Arrivé au salon, je le sais, que j'ai marché sur 14 marches. Je demande à Alex de dormir en bas ce soir. Je ne veux plus voir cet escalier, s'il te plaît. Ça te paraît débile, ça lui paraît débile. Mais je ne peux plus voir cet escalier. Je lui dis, compte s'il te plaît, compte très attentivement. Il est très attentif. Il veut bien compter. Merci Alex. 1, 2, moi je reste au salon, je ne peux pas. 3, 4, 5, je n'enjambe aucune marche. Je n'enjambe aucune marche, répond Alex. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Je suis arrivé, dit Alex. 12 marches. Es-tu sûr qu'il ne reste pas une marche cachée? Ou deux? Que tu es dans la chambre? Non, 12. Je ne vois qu'une chose, dit Alex. La maison a rétréci depuis tout à l'heure. Allez, viens et oublie tout cela. Il a raison. J'oublie tout cela. Et je monte le rejoindre. Et pour ne pas compter, je monte les marches 2 par 2. Mais je fais 8 pas. Ce n'est pas possible. 8 fois 2, 16. 16 marches, ce n'est pas possible. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne compte jamais les marches, dit Alex. Mais c'est plus fort que moi. Est-ce que la maison rétrécit réellement? Non. Est-ce que l'escalier? Non. Il faut arrêter de compter. Ou alors te réjouir d'éviter la routine d'un escalier qui serait toujours le même. Quel nul ces escaliers qui sont toujours les mêmes. Mais dans la nuit, je me réveille. Et je touche Alex. Et je ne sais plus combien il a de nez. Je ne sais plus combien j'ai de jambes, combien j'ai de doigts. J'essaie de respirer calmement. Combien j'ai de doigts, c'est facile. Calmement. Mais j'en compte 7 de chaque côté. Je descends boire un verre d'eau, et une fois dans la cuisine, je me rends compte que je n'ai pas compté les marches, parce que l'escalier n'existe plus. Il n'y a plus d'escalier. J'aimerais crier « Alex, il n'y a plus d'escalier », mais je n'ose pas le réveiller. Et je retourne me coucher sans avoir monté la moindre marche. 0, c'est encore plus facile à compter. J'ai bien fait de ne pas réveiller Alex, parce que le lendemain, il y a de nouveau un escalier. Quand je le descends, je compte 14 marches, comme d'habitude. Et quand je le remonte, il y en a peut-être 10 ou 15, je ne sais pas, peut-être 13, peut-être bien 13. Bon, allez, bon d'accord, 13. Ok, 13. On va partir du principe que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut? Ok, c'est comme ça. Alex compte 12, bon. Au fond, pourquoi ne pas réussir à s'en fiche? Une fois 14, une fois 13, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Il faut respecter notre escalier. Je m'endors avec appréhension et un cachet, mais je ne rêve plus. Et j'ai 10 doigts en tout aux mains. J'ai vérifié. Et bonne nuit, Alex. Mais le lendemain, c'est mon anniversaire. Ma mère m'appelle et me dit « Déjà 40 ans ?» Moi, j'en compte 39. Je vous jure, l'année dernière, j'ai eu 38 ans. Alors cette année, c'est 39. Non, Guillaume, me dit Alex, tu as 40. Ce n'est pas possible, je n'ai encore jamais eu 39. Où sont passés mes 39 ans, Alex? Où sont mes 39 ans? 39, 40, c'est pareil, Guillaume, me répond tout le monde. Il faut accepter. Ah bon, d'accord. Ok. 40. Je m'en souviendrai de mes 40. Ce n'est pas comme les 39 que je n'ai pas connus. Je n'ai jamais connu les 39, mais ok, si vous le dites. Mais le lendemain, je me réveille et ma mère m'appelle pour me souhaiter joyeux anniversaire. Encore. Et cette fois de 42. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu te souviens que tu m'as fêté mes 40? Oui, répond maman. Hier? Non, répond maman. Ah bon, ok. 42 alors. Bon. Mais le lendemain, je vais au travail. Et mon bureau n'est plus au 5e. Je vous jure, mon bureau n'est plus au 5e. Il est tombé au 3e. Je vous jure que c'est vrai. Au 5e, d'ailleurs, il n'y a plus de bureau. Je travaille toute la journée. Au 3e, comme si de rien n'était. Et rien n'est, en effet. Je rentre à la maison, je monte à la chambre. 15 marches exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Sauf à la descente. À la descente, 14. Bon, vous m'emmerdez tous avec vos calculs à la con. J'arrête définitivement. Vous pouvez parler des chiffres. Ça ne me regarde plus, c'est fini. Amusez-vous entre vous. Hop, on passe à autre chose. Je ne sais pas combien j'ai de jambes. Je m'en fiche d'avoir une maison à 2 ou à un niveau. Je m'en fiche. C'est fini, je vous dis. Combien de doigts? Une dizaine, grosso modo. L'information est bien suffisante. Mais le lendemain, je me réveille. Je vous jure, le lendemain, je me réveille et nous sommes 4 dans le lit. 4. Ok, je me dis, on est 4. Après tout, pourquoi pas? Je descends, faire du café pour 4. Il y a 24 marches. Ok, 24. Ma mère m'appelle pour me fêter mon anniversaire de 34 ans. Ah oui, d'accord. Ma vie passe comme ça alors? Bon, pourquoi pas après tout? Bon.
Eh bien d'accord, on va faire avec. Que voulez-vous que je vous dise? Les chiffres, ce n'est pas mon rayon, on va faire avec. On va faire avec. Asseyez-vous, prenez un verre, repartons sur de bonnes bases. Des bases où il n'y a aucun chiffre. Des bases où prendre un verre peut vouloir dire en prendre trois, ou monter les marches peut vouloir dire qu'on en a pour un quart d'heure ou une seconde. Mais s'il vous plaît, ne parlons plus jamais de tout cela. Mais le lendemain, ma mère m'appelle. Et elle ne me fête pas mon anniversaire. Et effectivement, ce n'est pas mon anniversaire, qui n'arrive d'ailleurs qu'une fois par an. Et quand je lui demande mon âge, elle répond correctement, c'est-à-dire l'âge que j'ai toujours cru avoir, cette année du moins. Et quand je monte les marches, je le fais devant vous, je monte les marches devant vous, 13. Et quand je descends les marches, je le fais devant vous, je descends les marches devant vous, 13. Bon alors tout va bien. Alex a 2 jambes, et moi aussi, 1, 2, 2 jambes, tout va bien. Mais le lendemain, ma mère m'appelle et me dit « Bonne fête ». Ah bon? Oui, bonne fête Henri. Henri? Ah bon? Je dis ok, ok maman. Et je raccroche. Il n'y a rien de mieux. Bravo. Allez, Merci. petite lecture. Sandra, tu voulais peut-être rebondir? Oui, merci. Bonsoir tout le monde. Oui, je voulais rebondir sur votre lecture, Guillaume. Merci pour ce moment parce que j'ai beaucoup ri. Et j'ai vu que j'étais pas toute seule, en plus. Vous parliez tout à l'heure des influences. Je voulais revenir sur les influences parce qu'en fait, en vous écoutant, j'ai pensé en fait à Nicolas Gogol, à certaines nouvelles fantastiques, assez absurdes, assez grotesques. Est-ce que ça peut être aussi une influence? Enfin, ça m'a un peu frappée en Mais vous écoutant. franchement, vous visez juste, vous visez exactement parce que non seulement c'est une influence, mais en plus, je le cite, c'est-à-dire que Nicolas Gogol a fait sa nouvelle la plus connue, c'est Le Nez. Et donc, en fait, Gianni Rodari, qui est un auteur italien, je ne sais pas si vous le connaissez, que j'aime beaucoup, a repris l'idée en faisant, en écrivant une nouvelle où un personnage perd son nez. Et moi, dans le roman, il y a un chapitre où ma voisine perd son nez. Et donc, c'est complètement assumé. Ouais, tout à fait. Donc, ça termine de me convaincre, de vous dire. Chouette. Pour qu'on aille avec vous, Compostelle. Super. Je vais vous lire le tout début du livre, en fait, les 2 premiers fragments. Le premier s'appelle Notre-Dame du Puy. Je suis arrivée hier au Puy. Vol direct jusqu'à Lyon, vol à rabais. J'ai pris le train jusqu'à Clermont-Ferrand. C'est du déjà vu Clermont-Ferrand. J'ai reconnu les panneaux, le café Caf-Crème où le jambon beurre a augmenté de 2 €. J'ai grimpé dans l'autocar après avoir filé quelques centimes au guitariste à la chevelure gominée qui se faisait aller les Blue Sweet Shoes au coin de Jeanne d'Arc et de l'avenue de l'Union soviétique. J'ai pas su s'il quêtait ou si c'était un loisir. Anyway. 2 heures plus tard, je suis sortie de l'engin. Devant moi, la cathédrale du Puy-en-Velay. Impressionnant, mais bof. Une église, c'est une église. J'ai dormi au refuge communal, un espèce de gymnase rempli à sa capacité maximale de lits superposés. C'était donativo, contribution volontaire. J'ai fait la cheap. 8 € j'ai donné. Je ne suis pas encore partie, que déjà je vis comme une pauvresse. La vérité, c'est que je le suis pauvre, comme Job et sa gamme de BS, cassé comme un fucking clou. J'ai laissé mon boulot d'écrivaine de petites annonces pour partir à l'aventure, pour m'échapper, pour m'extirper. J'ai vendu mes meubles, entreposé mes boîtes, donné ma démission, acheté une paire de pantalons de randonnée hors de prix qui sèchent en un rien de temps, même sous l'orage, et sacré mon camp. Étalon italien, masculin et imberbe, 9 pouces, reçoit 7 sur 7, 819 437 2832. Max, 22 pouces, Range Rover, 1600$, une autre benne, Tony, 450 878 2391. Jessica, 15 ans, gardienne avertie, 5 $ de l'heure, 438 231 4213. À qui la chance? 7 de jardin, 8 places, 750$. Janine, 819 321 1421. Merci de m'avoir indirectement payé les culottes, la gang. Maintenant, je dois faire vœu de pauvreté. Ça se demandait ce que je suis venue foutre ici. Il y a 4 jours, je braillais sur le plancher de l'appartement de Mathieu à Lyon. Il y a 2 jours, je pleurais dans la chambre d'amis chez Maude à la Bourboule.
J'ai reniflé dans l'avion, j'ai sangloté dans la gare, j'essayais d'être heureuse de revoir mes potes français. C'est ici, dans leur pays maudit, que tout a commencé. Fucking Fabrice Picard de marde, puis fucking Laure Bastien de cul, vous souillez mon pays, retournez donc chez vous. J'ai compté 4 ronflements différents la nuit dernière. Faudra m'y faire, je suppose. Peut-être que mes colocataires avaient abusé du vin bas de gamme au pot du pèlerin. J'y suis allée boire un coup aux frais de Saint-Jacques-Moirec. J'ai fait tamponner ma crédentiale. Je l'ai depuis au moins 7 ans. 7 ans à espérer faire ce chemin un jour. J'ai longtemps cherché à comprendre d'où me venait cette envie de muser la semelle sur un chemin béni. C'est toujours pas. Une attirance divine, I guess. Il est venu le jour et franchement, j'ai autant envie de cette nouvelle aventure que de me faire briser le péroné avec un bat de baseball en métal, un qui résonne dans la moelle. Le fameux pot du pèlerin. J'ai réalisé là-bas que mon passeport béni, ma crédentiale si jalousement gardée, elle valait pas 5 cents. Si j'étais pas si poli, j'appellerais ça de la crosse, sérieux. Chère association des Amis du chemin de Compostelle, j'ai, comme tout membre de votre regroupement, payé ma cotisation afin de recevoir une crédentiale à mon nom et ainsi de pouvoir parcourir la route sacrée en faisant tamponner mon passeport comme c'est la norme. Or, sachez que de plastifier ce document permettant aux pèlerins d'accéder au refuge qui longe son chemin empêche l'encre des tampons de sécher. Ceci a pour effet de tacher les autres tampons, l'intérieur de mon sac, mes doigts et ma joie de vivre. Vous offrez un produit indigne du pèlerin. Je vais donc me procurer une nouvelle crédentiale à mes propres frais. Vous venez de gâcher le début de mon voyage, je vous déteste et pour la 8e fois, je vous affirme que je ne veux plus recevoir vos magazines de merde, je sais marcher et je n'ai pas besoin de vos conseils ridicules. Signé une pèlerine insatisfaite. Le pot du pèlerin permet aux nouveaux membres de la caravane jacquaire de faire copain-copain avant de se lancer sur la route sacrée. C'est aussi ma première occasion officielle de juger mes semblables. De beaux hommes et de belles femmes en linge technique qui coûtent la peau du cul trinquent joyeusement avec du mauvais vin aux exploits à venir. Je me demande comment ça se passera pour eux, s'ils seront assez forts pour passer par-dessus la douleur. Je me demande s'ils savent qu'ils vont se saigner à blanc juste pour avancer un peu plus. Ils ont tous plus de 50 ans. Qu'est-ce qui les pousse à marcher 1600 km, rendus à mi-vie? J'ai beau les regarder de haut, les vieux, je les admire tout de même. Faut être un peu cinglé pour lever sa carcasse de son lazy-boy histoire de traverser un pays ou deux. Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Bonjour à tous, bonjour pèlerin, Ultreya. Ultreya, Ultreya, qu'ils gueulent les gens fracassant bêtement leurs verres les uns contre les autres. Ultreya, c'est un mot inventé. Je l'ai lu dans un livre. Ça vient du latin, c'est constitué de ultra, au-delà, et de eia, interjection qui représente un déplacement. Les pèlerins adorent aboyer ce mot lorsqu'ils sont réunis. C'est un genre de high five de Compostelle, une micro-prière d'encouragement. Des caves. Je propose que l'on se lève, que l'on se présente et que chacun dise l'endroit d'où il vient et où il va. Je m'appelle Joseph, je viens de Paris. J'ai fait le chemin il y a 2 ans et depuis, je suis ici pour redonner au chemin ce que le chemin m'a donné. En distribuant du vin à qui mieux, ça m'intéresse. Moi, c'est Claire, je suis ici avec ma mère Manon. Dis bonjour, maman. Bonjour, nous arrivons de Belgique et si Dieu le veut, nous nous rendrons à Conques. Elle compte faire plus de 200 bornes en compagnie d'un simili-cadavre. Ça va être funky. Bravo Claire, bravo Manon, Ultreya, Ultreya, Ultreya. Je m'appelle Nadine, je suis ici avec mon mari et nous venons de prendre notre retraite. Nous sommes de Cordon dans les Alpes, nous n'avons pas de destination finale, seulement le plus loin possible en 2 semaines. Moi, c'est le mari, Raymond, enchanté. Raymond, Nadine, Ultreya, je suis Gérald, je commence d'ici au Puy-en-Velay. Je vais à Saint-Jean-Pied-de-Port cette année. Ultreya, Gérald, Magnolo, Marion, Jean-Marc, Kim, Odile, Sam, Gérard, Jean-Marie, Marie, Marie-Berthe, Marie-André, Marie-Paul, Ultreya, vous tous qui prenez la route. Mademoiselle, Alice, je viens de Montréal, je ne sais pas si je dois dire que je pars de là ou bien d'ici. C'est ici que je commence le chemin en tout cas. C'est ici que tout commence, mais je ne sais pas si je pourrais partir réellement. C'est comme si ma crédentiale refusait les tampons. Est-ce que c'est possible de se faire refuser le chemin? Où je vais? Je vais à Santiago, c'est ça le but, non? Remarquez, je ne vois pas trop pourquoi, je comprends pas. Quelqu'un comprend ce qu'on fait ici? Rire nerveux. Je viens de passer pour un esti de débile profonde encore. Ultreya, Alice. Fin des présentations. Les pèlerins discutent entre eux. Je calme mon verre de kir en cherchant des yeux la sortie. Alice, Joseph, mon nom, tu te souviens? Inoubliable, mon Joe. Je hoche la tête. Je vois que tu t'apprêtes à partir. Je voulais te dire quelque chose d'important. Tu sais,
Je n'ai pas réussi à faire le chemin entièrement la première fois. J'ai dû réessayer 3 fois. C'est quoi son problème à lui? Il me juge, c'est sûr. Il a vu que j'ai des grosses cuisses puis un gros cul. Il pense que je ne suis pas capable de marcher jusqu'à l'autre bout de l'Espagne. Il veut me décourager. Il veut que j'échoue. Fuck you, Joe. C'est malheureux. Pourquoi vous me dites ça? Vous croyez que je n'ai pas ce qu'il faut? Je crois que tu as tout ce qu'il faut. OK, j'avais tort. Mais tu dois laisser le chemin venir à toi. Tu dois le laisser t'emporter avec humilité. Humilité. Respecte-toi. Sois patiente envers toi-même. Il faut être très poli avec soi-même lorsqu'on apprend de nouvelles choses. Encore plus lorsqu'on a de grands projets. D'accord, je vais y penser. Et Alice, nous vendons notre propre crédential. Elle acceptera tous les tampons. Ça te fera 10 €. Maudit Joe. À l'attaque 1, les marches. Ce matin, j'ai bouffé le pain sec et calé le Nescafé comme attendu. Les marcheurs s'activaient comme des petites fourmis habillées en fluo. Les uns ajustaient leur sac, les autres lassaient leurs bottes. C'était l'aube encore. Il faut ce qu'il faut pour assister à la messe du pèlerin. Aussi, je n'avais pas le choix, on se faisait kiki dehors à 7 heures. J'ai grimpé les 3000 marches qui mènent à la cathédrale. Sans blague, j'ai failli skipper la cérémonie en voyant l'escalier. Un pèlerinage en soi, si vous voulez mon avis. Honnêtement, la messe ne m'a pas trop impressionnée. Voilà que je t'envoie de l'eau bénite d'en face puis que je chante en latin pour le salut de ton cul de randonneur. Ouf. J'ai gardé le médaillon de la Vierge Noire du Puy qu'ils m'ont donné. Je le transporterai tout du long pour l'offrir à mon grand-père à mon retour. Moment émotif plus souvenir gratuit pour un minimum de poids égale merci beaucoup l'Église catholique. Le chapelet, par contre, non merci, n'exagérons rien. Quand on m'a demandé de piger une demande de prière écrite par un pèlerin qui me précédait, je n'ai pas pu résister, j'ai plongé la main dans le chapeau de curé et j'en ai ressorti une poignée de papier. J'avais du temps devant moi pour penser, aussi bien réfléchir aux niaiseries de mes semblables. Aussi, je voulais savoir ce que les autres crinqués de Saint-Jacques souhaitaient. Était-ce de la curiosité malsaine ou un réel besoin de me montrer empathique? On s'en sacre. On m'a demandé d'écrire un souhait à mon tour. Merde. Priez pour que Laure Bastien meure d'une maladie longue et douloureuse. Elle devra être seule et détestée de tous. Priez pour que son cadavre se fasse bouffer par la vermine, qu'un corbeau lui perce les yeux. Priez pour que le corbeau ne s'empoisonne pas. Priez pour que cette voleuse d'amoureux se dirige droit vers les infâmes, qu'on lui pique le cul à longueur d'éternité avec des lames rouillées. Priez pour que ses jambes paralysent. Priez pour qu'elle perde le goût. Priez pour qu'elle souffre. J'ai été chicken. Priez pour que je lui pardonne. Lui pardonner. La route sera longue. Merci, voilà. Rosalie. Donc, je ne mentais pas, ce sont bien 2 livres What the fuck. Vous avez bien vu. Et notamment, vous l'avez vu aussi sur le style, on va en parler juste après, mais j'espère que Benjamin a bien noté donc, pour le bandeau de Guillaume, mais aussi peut-être pour la lecture audio des deux, un livre audio pour les deux avec leur voix. Je ne sais pas si c'est en projet, ou je sais qu'on en avait déjà parlé sur certains autres livres de la collection, mais il y a quand même quelque chose d'évident. Benjamin. Oui. Pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup. Prends des notes. Je prends des notes. Oui, je prenais des notes de choses qu'il faudrait que je dise à la fin. Et j'ai noté cette histoire de bandeau qui me plaît beaucoup à plein d'égards. Et sur le son, je pense que dans les 2 cas, que ce soit pour Guillaume et pour Rosalie, et pour moi, la littérature, elle se lit, elle s'entend. Enfin, quand on lit, on se parle à soi-même. Parfois, on lit à voix haute et tout ça, dans son intimité. Et moi, ça me parle bien. Moi, je viens du son. Et une partie de nos choix éditoriaux viennent de ce qui sonne à nos oreilles. Et cette petite cavalcade, que ce soit dans le cas de Guillaume ou de Rosalie, les textes, voilà, ça s'enchaîne. Il y a une cavalcade, il y a quelque chose chez Guillaume, là, dans l'extrait qu'il lisait sur voilà, ces marches-là. Et tout est en train de se distordre. Voilà, on se croirait presque dans une espèce de Piranèse en temps réel. Tout se déconstruit, on ne sait plus trop dans quel sens on est. Et Rosalie a ce truc où voilà, ça avance et puis ça taille. Et moi, j'aime bien cette idée. Après, sur le livre sonore, on en a parlé déjà avec Clément et Thierry. On a parlé à un moment de podcast. On verra.
C'est une bonne idée. On vous en reparlera. Vous serez les premiers avertis. On vous aime bien. De Rosalie, il y a différentes strates linguistiques, le québécois, le français, l'anglais. Comment s'est opéré ce choix-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites naturellement, peut-être à l'oral aussi? Vous utilisez ces différentes langues, ces différentes manières de parler, ou au contraire, vous avez adapté cela au roman parce que ça s'y prêtait drôlement bien? En fait, comme je vous disais précédemment, j'ai l'impression que la plupart du temps, j'écris un peu comme je parle. La réalité, c'est que en général, les fois où je suis allée en France, la plupart du temps, c'est pas très long que mon discours se modifie légèrement pour mieux me faire comprendre. Et puis aussi, parfois, pour un peu passer inaperçu, je dirais, qui est difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a certaines insertions, justement, un peu plus françaises de France. Et puis, en fait, le langage plus québécois, bien sûr, c'est un peu comme ça que j'exprime. Les anglicismes, je les assume totalement parce que ça fait partie du langage courant ici pour beaucoup. C'est le langage radio-canadien bien épuré, c'est assez rare. Donc, pour ce qui est de l'anglais en tant que tel, des phrases en anglais, des dialogues en anglais dans le livre, tout simplement, c'est que les personnages sont anglophones. Je n'ai pas plus loin que ça, je n'ai pas cherché plus loin que ça. C'est que, honnêtement, il n'y a rien qui me fait plus... J'ai envie d'être vulgaire. En fait, j'aime pas lire des livres qui se passent en Angleterre où tout est en français. C'est-à-dire des gens qui se parlent en français quand ils doivent, dans la réalité, se parler en anglais. C'est-à-dire, à moins que ce soit une traduction. Je trouve que c'est mettre un masque, justement, d'une certaine manière. Là, puis c'est ce que je voulais éviter de faire. Je voulais que les dialogues, comme la description des personnages, comme les situations, soient le plus honnête possible, le plus transparent possible. Donc, dans ma tête, si le personnage parlait en anglais, je ne pouvais pas le faire parler français, tout simplement. C'était plus fort que moi. Je savais que certains lecteurs pouvaient être un petit peu brusqués par l'anglais parce que, bon, c'est pas tout le monde qui est bilingue. D'abord, au Québec, les gens sont pas pour la plupart, mais il y a beaucoup de gens qui sont bilingues. Donc, j'avais l'impression que dans tous les cas, s'ils ne comprenaient pas, qu'ils sortent le dictionnaire, puis c'est tout. Mais non, c'est ça, j'avais pas envie de faire cette concession-là, tout simplement. Je pense que je suis assez, justement, tranchante dans mes choix littéraires quand j'écris. J'assume ce que j'écris. Donc, j'y vais avec la langue qui va au plus près des sentiments pour moi. Puis si ça se transmet par un style un peu plus franchouillard ou un peu plus québécois ou en anglais, c'est comme ça, puis c'est tout. C'est une question de d'honnêteté que je pose. Je ne sais pas trop comment dire autrement. Quelques phrases, en effet, qui sont totalement en anglais. En effet, c'est de l'anglais basique, on va dire, pas de choses incompréhensibles. Et la langue québécoise, pour ceux qui sont habitués évidemment à la langue, il n'y aura aucun problème. Il n'y a pas de lexique à la fin, mais tout se lit de manière extrêmement fluide. Ça ressemble beaucoup aussi à nos expressions françaises. Donc, je ne pense pas qu'un lexique eût été nécessaire. Je crois qu'on avait déjà parlé avec les cicatrisés de Saint-Sauvignac on avait reçu en effet les auteurs à l'occasion. Mais Benjamin, je crois que tu nous avais dit que c'était la langue, et c'est ce que disait aussi Rosalie, il n'y a pas besoin de traduire. Ça aurait pu être une question, mais il n'y avait pas besoin de traduction. Non, pour nous, c'est très simple, hein. On publie des Québécois, donc pourquoi on irait le traduire? Sinon, on n'en publie pas. Enfin, nous, on est assez radicaux de ce point de vue-là. Certains l'ont fait, c'est-à-dire adapter le québécois pour le publier en France, mais on part du principe que si on fait la démarche de s'intéresser à la littérature québécoise, c'est un français, ce n'est pas le nôtre, il n'est pas mieux ou moins bien, c'est un français.
et on doit le prendre tel qu'il est, et les Québécois parlent aussi en anglais, puisque en tout cas, le Canada et le Québec est francophone, enfin, il est francophone, mais le Canada est aussi anglophone. Et voilà, c'est la vie. Et dans le texte de Rosalie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi il y a plein de gens qui viennent de plein de pays différents. Donc, je trouve qu'on se remet dans le contexte où parfois on va peut-être pas tout comprendre, mais ça fait partie du texte. Donc, nous, vraiment, on met un point d'honneur à ne jamais retoucher les textes. C'est le cas des Cicatrisés de Saint-Sauvignac, c'est le cas de Rosalie et d'Alice Marchur-Fabrice, c'est le cas d'un autre roman dont je vous parlerai qu'on va publier au printemps, québécois. C'est un Français, donc voilà. Qui serions-nous pour le retoucher? Voilà. Sinon, voilà, on n'en publierait pas si on voulait le retoucher. Et c'est pareil pour le glossaire. On préfère que les gens soient baignés dans la langue. C'est un français qui est magnifique, qui est très riche, qui est très imagé. Mais moi, mon point de vue, c'est que ça ne nous arrête pas, en fait. Comme je disais, ça reprend la notion de cavalcade. On est dans la lecture, ça va rester fluide. Même s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, c'est pas grave. Et on s'en parlait d'ailleurs avec Rosalie tout à l'heure sur Instagram, c'est avec les relations éditeur et auteur. On se parle tous les jours, parfois un peu moins, mais comme Rosalie vient en France, on se parle tous les jours. Tu m'en veux pas, Rosalie, si je raconte cette petite histoire qui est très drôle. Elle m'a dit à un moment dans un message, elle m'a dit mon doux. Et après, elle rajoute en disant ah mais attention, mon doux, c'est pas le même usage. Et je dis non, mais moi j'ai compris, je vois ce que ça veut dire. C'est pas du coup la même signification forcément en français, mais tu la comprends. Et moi j'aime ce truc-là. Parfois tu sais pas exactement de quel registre de langue c'est. Et c'est ce qui fait tout, pour moi, en tant qu'éditeur, tout le sel de publier ce genre de texte. Voilà, c'est différent, c'est autre chose, et c'est hyper riche. D'ailleurs, qui intervient dans le roman sur Jacques, notamment, où il pense que Alice le drague parce qu'elle lui dit tout simplement qu'il est beau. Voilà, et c'est un homme de 75 ans, donc dire à un homme de 75 ans qu'il est beau, forcément, évidemment, Alice, pardon, n'y voit aucun problème. Lui, par contre, pense évidemment qu'il y a une certaine drague à travers ça. C'est aussi une langue extrêmement métaphorique, et heureusement que vous ne traduisez pas, en effet, chez Bouclard, parce qu'on perdrait forcément du charme, on perdrait notamment des punchlines qu'on peut ressortir à des dîners sans problème, avec grand plaisir, je pense. Ça fera toujours un petit effet. Guillaume, j'aimerais que vous nous parliez de la diversité de vos styles, puisque dans les Waters du Château, il y a en effet beaucoup de prose, mais il y a notamment à la fin un poème qui intervient aussi. Il y a d'autres poèmes, il me semble, au début du livre, qui sont moins sur la structure classique, mais vous ne vous êtes pas... vous n'avez pas pu vous empêcher, évidemment, d'y insérer de la poésie. Ouais. Effectivement, à partir du moment où je me suis dit, bon, maintenant, c'est mon roman, peut-être le seul, et vraiment, je fais ce que je veux, quoi. C'est aussi comme ça que j'écris. Et puis, ces poèmes-là, il y a un poème notamment où je me perds en forêt, où le héros se perd en forêt. Et donc, c'est un poème de sensations extrêmement fortes, auditives, des hallucinations aussi auditives, parce qu'il a peur, en fait. Il a peur du noir, il a peur d'une bestiole qui pourrait les suivre, etc. Je trouve que la poésie, c'est toujours plus la vérité, en fait. C'est là où on touche mieux exactement ce que le personnage veut dire, le sentiment qu'on veut exprimer. Parfois, c'est plus efficace, entre guillemets, qu'un roman, parce que justement, on n'est pas obligé d'être dans la narration, on peut être dans la sensation pure. La langue peut s'envoler, quitter la ponctuation, quitter la syntaxe, et puis vraiment être une éponge de ce qui se passe réellement dans le roman. Ça veut dire la peur, l'angoisse, ou même les sautes,
j'allais dire les sautes d'humeur, c'est pas exactement ça, mais en fait, suivre une pensée. Et donc ça c'était important pour moi. Et je vois que c'est en train de... Je suis vraiment super content parce que c'est quelque chose qui est un peu à la mode en ce moment. Et je trouve que c'est cool parce qu'il y avait longtemps une séparation entre la poésie et le roman. C'était longtemps ringard d'écrire de la poésie en France. Et contrairement à, je crois, aux États-Unis ou en Amérique du Nord, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que la poésie était moins ringarde. Et aujourd'hui, grâce aux romanciers, la poésie, j'ai l'impression, en train de revenir dans le champ. Et je pense à Antoine Waters notamment, qui l'emploie, ou à Patrick Autréau, ou dans des narrations, dans leurs romans, tout à coup, il y a des chapitres comme ça, des irruptions de la poésie. Et ça pose vraiment aucun problème parce que c'est presque c'est presque pas des parenthèses, c'est presque au contraire le cœur du livre, vraiment là où on atteint exactement ce que les auteurs veulent dire, quoi, voulaient dire. Alors, il y a une différence aussi sur la forme, mais c'est aussi une différence sur les genres, parce que vous cumulez tous les genres, que ce soit le fantastique, l'érotisme ou la pornographie, la poésie, le romanesque. J'ai l'impression que vous allez avoir un rôle à jouer aussi sur le côté du décomplexe des jeunes auteurs à mélanger peut-être certains genres. C'est possible. Alors, vous le faites avec talent, mais ce ne sera peut-être pas possible pour tous les auteurs. Mais cette volonté de multiplier les genres, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que c'était une volonté dès le départ où vous vous êtes laissé emporter par l'écriture? Et est-ce que d'ailleurs vous prenez des substances quand vous écrivez, Guillaume, ou pas du tout? Non, enfin, pas d'énormes substances, du café le matin et peut-être une bière de temps en temps le soir, mais à part ça, non, ben, en fait, je crois que on ne se rend pas compte de toute la possibilité qu'on a quand on est devant une feuille blanche. Et je crois que, et ouais, vous parliez de jouissance tout à l'heure, il y a une vraie jouissance aussi à explorer la potentialité. Rien ne nous est interdit à partir du moment où on réussit à attraper le lecteur pour... alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a le Alex du livre qui est en train de faire une soupe en bas. Je ne sais pas si c'est ça que vous entendez. Je sais pas. Ben, il n'est pas là, il est dans la cuisine, mais voilà. Donc, il est en bas de l'escalier précisément. Avec combien de marches? Pardon? Non, mais je ne réponds pas à cette question. Non. Mais je ne sais plus ce que je disais, mais oui, Ouais. oui, c'est ça. Vraiment, il y a une potentialité de ce qu'on peut écrire. Et je crois, alors moi, je suis assez large dans ma façon d'aimer les livres. J'adore lire des polars, j'adore lire des essais, j'adore évidemment lire de la poésie, mais aussi des romans qui m'entraînent, mais aussi des romans très réflexifs, de Proust à Agatha Christie, en passant aussi par la littérature jeunesse que j'adore, les contes pour enfants. Et j'avais vraiment envie, peut-être de trop mettre, c'est peut-être un défaut du premier roman, entre guillemets, en tout cas, peut-être pas un défaut, mais en tout cas une volonté d'être dans un premier roman, de mettre vraiment tout ce que je kiffe en fait en tant que lecteur. Je me suis dit, allez hop, j'y vais. Pas exactement tout, parce qu'à un moment, il a fallu constituer le livre et c'est aussi une discussion avec l'éditeur jusqu'à un peu avant les épreuves finales. Il y avait encore un chapitre supplémentaire que finalement j'ai supprimé. Donc, il y a un moment, j'ai quand même... il a fallu effectivement lisser tout ça pour que ça ressemble à un roman. Mais oui, vraiment, le côté de dire, allez, hop, j'y vais, là, c'est... je vais faire à la fois les 3-8, à la fois la promenade avec maman calme à côté, à la fois amener mon neveu dans les petites tasses qui tournent, là, enfin, bon, vraiment, à la fois, c'est-à-dire tout faire, ça y est, je suis dans le parc d'attractions, je vais tout faire, là. Groupe dont on a l'habitude. Voilà, préparez-vous. C'est bon, parfait. Merci. Sandra, c'est à toi. Oui, par rapport à ce que vous disiez, Guillaume, alors ma question, elle est peut-être un peu évidente, hein, mais vous parliez au départ de vouloir faire vivre une aventure à votre lecteur, à la Stevenson. Est-ce que justement de juxtaposer, de multiplier
les genres, les styles, c'est pas aussi une aventure pour le lecteur? Enfin, est-ce que l'aventure, elle commence pas par là déjà, sans parler de l'action en elle-même et de l'intrigue? Oui, oui, non, c'est vrai, il y a une surprise de se dire, ah, ma merde, je croyais que c'était un roman sur une famille, et puis ensuite, bah, c'est complètement porno, et puis ensuite, bah, il y a l'apparition du fantastique. Donc, ouais, ouais, en fait, euh, Rosalie disait tout à l'heure, c'est vraiment le livre qu'elle voulait lire sur le chemin de Compostelle. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment voulu lire. C'est un livre vraiment pour moi en tant que lecteur. Exactement. Ouais, ouais, le plaisir du lecteur d'avoir une sorte de buffet à volonté, quoi. Vous voyez? Ouais, on voit, on voit. Est-ce que d'ailleurs, je rebondis sur vos propos à tous les deux sur l'interdit. Est-ce que vous vous êtes interdit des choses, notamment par rapport à vos proches, à ceux qui étaient déjà dans le roman, mais aussi en matière d'imaginaire? Tout à l'heure, Guillaume, vous disiez que vous ne vous interdisiez rien sur l'imaginaire, sur ce que vous alliez y mettre et sur les possibilités, le champ des possibles, mais comment vous avez appréhendé la chose dans un roman? C'est pas évident, j'imagine, à mettre le curseur. Est-ce que est-ce que Benjamin a, par exemple, mis son veto à certaines choses? Ça m'étonnerait, parce que le connaissant, je pense qu'il est plutôt ouvert à tout, j'imagine. Euh, mais dites-moi sur les interdits, sur ce que vous vous êtes imposé ou non. Est-ce que vous vous êtes fixé des limites, que ce soit par rapport à vos proches ou par rapport à votre imagination propre? On commence par Rosalie. Ah oui, excusez-moi. Euh, non, en fait, je crois pas, justement parce que probablement que si je m'en étais mis davantage des interdits, j'aurais écrit un roman beaucoup plus gentil que ça, puis en fait, qui aurait été assez inintéressant, je pense, parce que, justement, selon moi, en tout cas, l'intérêt est dans la rage et, et la mauvaise humeur dans ce roman-là. Euh, donc, non, je me suis peu interdit de choses. Après, comme on disait un peu plus tôt, il y a plusieurs personnages, en fait, qui ressemblent beaucoup à des personnes réelles, comme dans le cas de Guillaume. Contrairement à lui, j'ai changé les noms de ces personnes-là pour juste ajouter une couche de fiction parce que parfois, justement, les personnages, même s'ils sont faciles à reconnaître, j'ai ajouté certaines couches de fiction par-dessus. Puis, donc, ça fait en sorte que ce ne sont pas vraiment eux, même si à la base, j'avais quelqu'un dans ma tête en l'écrivant. Euh, et il reste que c'est ça. Sinon, je pense que l'interdit tue la créativité. Selon moi, c'est important de se sentir libre, quitte à enlever des trucs à la fin ou puis de censurer à posteriori, mais d'emblée, si dans l'art, je pense, on se censure, ça crée quelque chose d'assez peu intéressant, à mon avis. euh, Malgré que des choses merveilleuses peuvent survenir dans la contrainte, ça, je ne dis pas le contraire, mais je pense que de se limiter trop, ça empêche les ailes de se déployer, selon moi, du moins. Guillaume. Quant à moi, je pense que ma limite, même si tout est fictionnel, il y a quand même un moment, enfin, tout est vrai et à la fois, enfin, tout est vraiment sur la crête entre le vrai et le fictionnel. Et à un moment, je me suis quand même rendu compte que je parlais notamment de ma famille. Je me suis dit, merde, en fait, c'est vraiment ma famille. C'est vraiment ma grand-mère. Merde, c'est vraiment mon enfance, mais presque. Enfin, je me suis dit, merde. Et en fait, ensuite, il y a ce fameux chapitre, enfin, ces fameuses allusions érotiques, et puis ensuite, ce chapitre où vraiment on va dans le cœur du sujet, si je peux le dire. Et donc, j'ai dit à mes parents de ne pas lire mon roman. Voilà. Donc, je ne me suis pas censuré, mais je les ai censurés eux. Ils m'adorent et on s'entend très bien. Et puis, je ne fais aucune révélation fracassante. Ils n'ont pas à rougir. J'aime beaucoup mes parents, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de régler des comptes du tout avec eux. Mais ça me gênait, en fait.
je leur ai dit, s'il vous plaît, papa et maman, ne lisez pas mon livre. Donc, je leur ai préparé une version censurée, où j'ai coupé certains passages, où je n'avais pas envie, en fait, ça me mettait mal à l'aise. Alors, je sais que mon père l'a acheté dans mon dos, je ne sais pas s'il l'a lu, mais voilà, il faudrait que je dise à Benjamin de jamais livrer une certaine adresse en Normandie. Mais voilà, non, mais oui, il a acheté dans mon dos. Bon, voilà, ça me fait sourire, mais voilà, je leur ai demandé. Donc, c'est une censure à l'envers, en quelque sorte. Ils vous ont lu potentiellement. À ma mère, c'est sûr que non. Et mon père, je ne sais pas. Ok, ok. J'aimerais qu'on parle des titres, notamment des 2 livres, mais aussi des chapitres, parce que là aussi où vous êtes très forts tous les deux, c'est sur les chapitres. Il y a quand même quelque chose qui pourrait faire à chaque fois l'objet d'un titre de roman. Ça, c'est une évidence. Et j'aimerais que Rosalie nous parle également de cet annuaire des morts. J'ai trouvé ça extrêmement touchant, extrêmement intelligent. J'aimerais que vous nous parliez de ça juste après, mais d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de ces 2 titres qui sont évidemment, comme à chaque fois chez Bouclard, extrêmement punchy, euh, et ensuite des titres des chapitres. Est-ce que d'ailleurs ce sont les titres originaux? Est-ce qu'il y a eu peut-être des changements dans les titres? Ça arrive régulièrement, on le sait. Si vous pouviez nous donner peut-être un indice sur certains titres qui ont été rejetés ou pas, j'en serais ravi. Je vais commencer. D'abord, en lisant Guillaume, j'ai particulièrement adoré les titres. Je les lisais à voix haute à mon chum en lisant dans le lit parce que c'est trop savoureux, là. Pour ce qui est du titre, Alice marche sur Fabrice, en fait, c'est arrivé à la dernière minute, en fait, comme titre. J'ai cherché longtemps. Le livre a eu plusieurs titres. À l'époque de l'université, ça s'appelait Transhumance. Je trouvais que ça faisait intelligent, je pense. J'ai beaucoup navigué, en fait, pour trouver le titre qui fonctionne. Puis, franchement, je suis assez fière de moi là-dessus. Je pense que ça fonctionne très bien. En plus, avec une belle allitération. Par contre, c'est ça, oui, quand je l'ai envoyé aux éditeurs, ça s'appelait. C'est un extrait du livre, là, c'est enterrer. Oui, c'est ça. C'était enterrer la douleur, puis entre parenthèses, avec la poussière du chemin sur mes bottes. Donc, assez péteux, merci, comme on dit chez nous. Sinon, c'est ça, le titre est vraiment arrivé à la dernière minute. J'étais dans un bar avec des amis, puis je testais sur eux la liste de titres que j'avais notés parce que je suis une éternelle insatisfaite et toujours dans le doute. Je doute beaucoup, toujours de ce que j'écris. Donc, à un moment donné, j'avais écrit Alice marche sur Fabrice parmi 80 autres titres. Et puis, quand j'ai nommé ça, mon amie Laurie, que je salue, m'a dit oh. Il y avait sûrement des mots qui venaient avec ce oh, mais ils m'échappent. Mais bref, je me suis dit ben c'est la réaction que j'espérais. C'est très parlant. On semblait qu'il y a quelque chose qui se passe, puis qu'il va y avoir du mouvement, puis qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire à propos de quelqu'un d'autre. Donc, selon moi, c'était assez parlant pour attirer l'attention du lecteur juste pour qu'il prenne le livre et qu'il regarde à l'endos pour avoir encore une meilleure idée justement de ce qui se passe dans le roman. Et puis voilà. Puis pour ce qui est des titres, je ne sais pas, vous vouliez que je parle des titres des chapitres aussi. C'est ça, il y a de nombreux chapitres et puis à chaque fois, je leur mets un titre. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je trouve que ça amène un rythme, ça amène un petit punch d'avance. Je ne sais pas, j'aime beaucoup les titres, même s'ils sont très nombreux. Puis ça amène aussi une espèce de précision sur ce que l'on va trouver, parce que dans le livre, il y a des retours dans le passé, il y a des souvenirs, il y a, comme vous dites, un annuaire des morts qui est c'est un catalogue des morts qu'il y a eu dans la vie d'Alice, donc tant dans sa famille que des morts plus
figurative, ou même la mort de Jerry Boulet, qui est un chanteur québécois qui a marqué mon enfance. Donc, c'est ça, en fait, c'est aussi pour montrer un peu l'accumulation, pour montrer l'empilage des scènes, l'empilage des pensées, puis c'est ça, ce que je voulais, c'était en fait, mon livre, je voulais que ce soit un catalogue du chemin d'Alice, puis je pense que les titres participent à ça aussi. Ouais, je trouve que les titres dans les livres de Rosalie fonctionnent vraiment. Et en fait, c'est vrai que c'est un livre qui se lit très vite. Enfin, très bien, je veux dire, on est très vite pris. Et en fait, je trouve qu'on a du mal à le lâcher. Et pourtant, malgré tout, il y a plein de chapitres. Et à chaque fois, des titres au chapitre. Et en fait, loin de casser, au contraire, ça ponctue et ça souligne. Et en effet, c'est presque plus des chapitres. C'est presque, je crois que tu as employé le mot de catalogue, et il y a un côté comme ça, et moi je dirais d'épisode presque, ça donne rendez-vous aussi, parce qu'il y a aussi des chapitres qui se répondent les uns aux autres, donc ouais, je trouve que ça fonctionne bien. J'étais content en fait de voir que dans le livre, il y a effectivement des... Je me suis dit, ça répond aussi au fait que moi j'ai mis effectivement des chapitres plus longs, alors c'est différent, mais plus longs, un peu plus narratifs, avec des clins d'œil sur les formes de chapitres un peu à l'ancienne, 18e, 19e, jusqu'au chapitre dans les Gaston Leroux Rouletabille, chapitre 21, dans lequel le jeune Rouletabille, n'écoutant que son courage, blablabla, enfin, des trucs comme ça. Dans Voltaire, je crois, il y a ça aussi dans Rabelais. Donc, et alors, sur le titre général du livre, franchement, moi, j'ai beaucoup hésité. Et mon premier titre était nul. C'était Autobiographie de Guillaume Marie. Et c'était déjà pour enlever l'auteur. Dans mon fantasme, je voulais qu'il n'y ait pas d'auteur sur le titre, sur la couverture. Je voulais que ça soit juste marqué Autobiographie de Guillaume Marie. Comme ça, que la mention de l'auteur soit induite dans le titre. Je trouvais ça rigolo. Et aussi pour le côté ironique, comme pour le bandeau Tout est vrai, de dire c'est pas possible que ce soit l'autobiographie de Guillaume Marie, parce que déjà Guillaume Marie, c'est pas mon vrai nom, et en plus, c'est pas possible de rencontrer une licorne place Vierre Manante. Donc je trouvais ça très, très, très spirituel, mais bon, en fait, encore une fois, ça fonctionne que si on a lu le livre, ou que si on sait de quoi il est constitué. Et en fait, finalement, centré sur le château, je trouve que finalement, c'est une bonne définition du livre, le château, parce que le château lui-même, le château de ma grand-mère que j'écris dans le livre, est lui-même composite, un peu étrange, un peu effrayant peut-être, mais aussi le siège de beaucoup d'aventures. Et je me suis dit finalement, dont l'aventure autour de la propreté des toilettes et des water, enfin la propreté, la poussière, la possibilité ou non d'y passer l'aspirateur, puisque c'est ça un des pseudo-enjeux, on va dire, des premières pages. Finalement, je trouvais que ça résumait bien, finalement tout le livre, un peu bizarre, peut-être what the fuck comme vous dites, ou en tout cas composite, ouais. Je trouvais que c'était pas mal. Isabelle, c'est à toi. Oui, bonsoir à tous. Alors moi, j'ai une question pour chacun, c'est un peu la même en réalité. Je pense que la seule chose qui n'est pas vraie dans votre roman, c'est le fait que votre mère ait pu résister à l'envie de lire votre livre. Ça me paraît absolument incroyable. À mon avis, elle vous a menti, c'est pas possible. Donc, comment avez-vous réussi à faire en sorte que votre maman résiste à l'envie de lire le roman de son fils? Je pense que c'est improbable. Et du coup, la question est un peu la même pour Rosalie. Est-ce qu'il y a une partie aussi, est-ce que vous vous êtes retrouvés de manière autobiographique dans votre roman? Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ah bah oui, c'est complètement mon histoire, c'est des personnages à moi ou pas? Moi, je peux répondre rapidement. En fait, ma mère est peu à l'aise avec les scènes de sexe, et notamment celles, en général, au cinéma, je veux dire, voilà, les scènes un peu olé olé, ça la met un peu mal à l'aise, ce que je peux comprendre. Voilà, c'est pas son kiff. Et d'autant plus une potentielle scène de sexe qui met en scène son fils. Du coup, il a suffi que je dise ça en disant attention, il y a de la pornographie et je dis je.
pour que tout de suite, ah ok, d'accord, je ne lirai pas le livre. D'accord. Voilà. Donc, j'ai usé de ce stratagème. Voilà. Non, je plaisante. Rosalie? De mon côté, ben, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, là, je ne vais pas vous mentir, mais à chaque fois, je m'assure de rajouter, comme je l'ai dit précédemment, une couche de fiction sur tout ça, ne serait-ce qu'en changeant les noms, même si parfois ce n'est que le nom qui est changé dans ce que j'ai ressenti de la personne, par exemple. Je pense que l'autofiction, d'une certaine manière, euh, oui, c'est autobiographique certainement, mais il reste que aussitôt qu'on écrit la chose, c'est notre vision de l'événement avec seulement notre point de vue. Donc là vient l'aspect fiction d'une certaine manière. Aussitôt que c'est écrit, ça devient dans le monde de la fiction à mes yeux. Donc c'est certain que dans certains passages, on retrouve plus de moi que dans d'autres. Par contre, je pense qu'en général, je veux dire, je n'aurais pas pu écrire ce livre-là en n'ayant pas fait le chemin de Compostelle et en n'allant pas à la rencontre de certaines personnes sur ce chemin-là. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi. Mais si je peux rebondir un peu sur ce que disait Guillaume à propos de cette fameuse scène de sexe, je veux dire, il y a quand même une grosse part de fiction de merveilleux qui survient dans ce livre-là, puis ça fait en sorte justement moi, quand j'ai lu, je me suis dit, ah bon, le personnage s'appelle comme l'auteur, on parle de quelque chose qui est peut-être plus près de lui, mais il reste que moi, je suis totalement embarquée dans l'aventure des Waters du château, puis le but d'agripper le lecteur par le cou, puis de l'amener là où on veut, est totalement réussi. C'est-à-dire que aussitôt qu'on entre dans le livre, on accepte le pacte du lecteur. Même si mon livre à moi est plus réaliste que celui de Guillaume, n'empêche que ça reste pour moi une œuvre de fiction parce que je prends la personne par le cou et je l'amène marcher avec moi. C'est ça, c'est certain qu'il y a beaucoup de moi là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de fiction. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En gros sel, en kilos de lard et en cidre. Ça ne peut être qu'une fiction. Personne ne fait ça dans la vraie vie. Vous ne connaissez pas la Normandie? J'aimerais que vous nous parliez, avant de laisser la parole à Benjamin, de vos travaux en cours. Alors, vous êtes vous travaillez culturellement dans différents domaines, vous touchez à tout, mais on a vraiment envie de vous lire à nouveau après ça, après vos 2 romans. Qu'est-ce que vous nous préparez? Est-ce qu'au contraire, tout à l'heure, Guillaume, vous disiez ce sera peut-être le seul roman? Ce serait véritablement terrible pour les lecteurs, mais oui, je pense vraiment que il faut dépasser ce stade de complexe parce que vous avez tous les deux quelque chose d'assez incroyable entre vos mains et ce serait vraiment dommage de s'arrêter là. Alors, j'aimerais savoir ce que vous nous préparez et ce que potentiellement vous avez déjà en tête. Alors, en fait, du côté du roman, je dis en guise de bravade et un peu de fiction que donc, ce roman-là résume les 40 premières années de ma vie et donc que je sortirai le 2e quand j'aurai 80 ans. Et donc, je suis en train d'écrire le 2e qui sortira donc dans 40 ans. Et sinon, dans la vraie vie, j'écris de la poésie. Et donc, j'écris aussi avec un ami qui s'appelle Samuel Day. Donc, ça fait 20 ans, on était étudiants à Caen tous les deux. Et ça fait 20 ans qu'on écrit tous les deux. Et là, on a écrit une sorte de vaste chant prophétique qui s'appelle La fin du monde, qui raconte par le menu comment l'apocalypse va arriver. Et donc, c'est publié cette année, donc j'en suis ravi. Et ça sort début septembre aux éditions de Lanskin, ça s'appelle La fin du monde. Et c'est un livre dont je suis bien content parce qu'avec Samuel, on a mis beaucoup de choses qu'on aime. Je crois qu'on a essayé de mettre le monde entier, justement, dans ce livre, avant le grand adieu, puisqu'on pense qu'au moment où il sortira, eh bien, la fin du monde aura lieu, en effet.
et que ce qu'on décrit dans le livre, notamment l'apparition d'une faille, l'arrivée d'une énorme chatte géante, vous voyez ce genre de truc, va se produire en effet au moment de l'apparition du livre. Donc ça, c'est le 7 septembre aux éditions Lanskin. Très bien, très bien. Vous avez la folie des grandeurs, hein, on est d'accord, à chaque livre, hein, on est d'accord. Bah, là, c'est fini, parce qu'après après la fin du monde, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, c'est une façon de régler son compte à tous les sujets. Il n'y a plus de sujet après. Désolé, Rosalie, si tu avais des projets pour 2024, c'est fini. Je vais essayer de me dépêcher à sortir ce qu'il y a à sortir. En fait, de mon côté, si vous voulez me lire à nouveau, j'ai publié des textes courts dans des recueils de nouvelles. J'ai publié chez Québec Amérique, entre autres, dans 2 recueils. Un s'appelle D'autres mondes. C'est un recueil de nouvelles d'horreur signé par des autrices qui n'ont jamais écrit d'horreur précédemment. Ensuite, un autre livre qui s'appelle Condoléances, qui est un recueil de nouvelles qui se passe dans le milieu des salons funéraires. Ensuite, aux éditions du Quartz, pour qui je travaille maintenant, j'ai publié une nouvelle dans un recueil qui s'appelle Prendre pays, qui traite qui est sous la thématique de prendre pays avec toutes les tentacules que ça peut avoir comme expression. Et puis, finalement, je suis très nerveuse de l'annoncer, mais aux éditions du Quartz, au mois d'août, nous allons sortir un recueil de nouvelles autour de l'album Boum Boum de Richard Desjardins. Et j'ai écrit une nouvelle à partir d'une de ses chansons. Et il va sans doute me lire et je suis tétanisée. Sinon, j'écris aussi un roman depuis de nombreuses années. J'ai eu la chance de recevoir une subvention pour écrire mon 2e roman de la part du Conseil des arts du Canada. Depuis est survenue une pandémie, une grossesse et un bébé. Donc, c'est pour ça que ça prend du retard un peu. Mais en étant en France, je viens plus longtemps que prévu pour pouvoir prendre du temps pour rajouter quelques chapitres à ce roman à venir, qui va être une fiction historique. Donc, un roman, encore un peu une fois, une accumulation de textes, qu'il y a des textes qui sont réels, d'autres textes qui ne le sont pas. Il va y avoir des articles de journaux avec des faux articles de journaux, et puis il va y avoir des histoires en parallèle, des gens qui se recoupent. Ça se passe dans un village abitibien, là où mes parents se sont rencontrés. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de réel, d'une certaine manière. C'est une espèce de fictionnalisation des souvenirs familiaux qui me sont racontés. D'une certaine manière, je veux les amener un peu dans mon univers à moi, puis en faire un livre, en faire ma propre fable personnelle. Donc, je vais rajouter plein de mensonges dans les histoires que ma famille m'a racontées. On va avoir du plaisir avec ça. À venir avant 2024, j'espère. Tout simplement d'atterrir en France, puisqu'il n'était pas disponible en France, puisqu'on recevra bientôt Jean-François Beauchemin de Québec Amérique aussi. Donc, ça sera parfait. Les éditions Quartz, par contre, ne sont pas peut-être publiées en France, il ne me semble pas. Pas encore, non, mais on travaille là-dessus. Bon, super, super. Eh bien, Benjamin, c'est à toi pour conclure cette... Je suis très heureux de vous annoncer qu'on va racheter les éditions de Quartz pour la diffusion. C'est pas vrai. On s'en reparle. Non, c'était totalement une blague. Alors, j'avais pris plein de notes pour ça, c'était pour vous envoyer des éléments importants à la fin. Première chose, merci Guillaume, merci Rosalie, vous êtes super. Moi, je suis très heureux d'avoir publié ces textes avec les garçons parce qu'ils sont étranges, parce qu'ils sont drôles, parce que moi, ce que je recherche dans la littérature, c'est le plaisir de la lecture. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et quand je lis un texte et quand je le découvre, je disais tout à l'heure, d'être un peu dans cette cavalcade. On a envie de continuer à avancer, à ressentir du plaisir. Moi, je travaillais dans la musique avant.
c'est la même sensation en fait. Quand on écoute un morceau et qu'on découvre, on a un truc qui se passe, c'est difficile à expliquer. Nos choix de publication, de choix éditoriaux se font à l'instinct. Et c'est quelque chose qu'on revendique. Et du coup, on est très très content d'avoir publié ces deux textes. Et je suis content que vous appréciez, vous semblez en tout cas apprécier de les écouter, de découvrir leur travail, en plus des premiers romans. Il y a toujours une prise de risque aussi pour nous, mais ce qui nous excite, voilà, c'est un peu notre chemin de Compostelle à nous, d'essayer de marcher ensemble et puis d'avancer ensemble et de publier ces textes. Ce que je voulais dire, alors pour finir, après tu auras plein de choses à dire, Anthony, mais c'était pour faire des petites connexions. Donc Rosalie vient la semaine prochaine et la semaine d'après en France. Donc si vous êtes à Paris, à Nantes ou à Lorient, venez, ça sera super. Et elle pourra vous dédicacer un livre avec plaisir. Ensuite, le 15 février, parce qu'on n'en a pas parlé, Guillaume sera sur une rencontre croisée au Merle-Moqueur à Paris, avec notamment Patrick Tréau, dont tu as parlé tout à l'heure, Guillaume. Donc ça, c'est le 15 février au Merle-Moqueur, je crois que c'est dans le 20e. Et ensuite, je voulais vous annoncer, parce qu'à chaque fois, je le fais sur les villes, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Je suis totalement sincère, hein, vraiment. Je trouve que c'est hyper intéressant comme forme. C'est aussi intéressant ce qui peut se passer en librairie ou des rencontres littéraires. Et Dieu sait que j'en fais beaucoup. Et qu'on sent que les questions viennent du cœur et que ça reste accessible, amical. Moi, j'aime beaucoup ce format. À chaque fois, je vous réserve des petites annonces. Donc là, il y en a deux. C'est donc un prochain roman à paraître en mai, qui est aussi d'un auteur québécois, qui est en fait Mathieu Hanfield, qui avait coordonné Les Cicatrisés de Saint-Sauvignac, si vous en rappelez, qui avait été écrit à 8 mains, une autrice et 3 auteurs. Mathieu... sur YouTube, génialissime, là. Voilà, Mathieu est showrunner, donc il fait des scénarios, notamment une série qui s'appelle... J'ai perdu le nom, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais... alors voilà, ça va me revenir. Donc complètement foutraque, c'est très drôle, complètement barré. C'est un mélange entre South Park et vous voyez cette série québécoise. Elle est tête à claque avec des gros yeux là sur les personnages. Voilà, une série complètement folle. Il a écrit ce scénario et Mouvement de luxe. C'est accessible sur YouTube si vous voulez rire et sortir en disant mais qu'est-ce que c'est que ce machin. C'est totalement what the fuck pour le coup. Mouvement de luxe. Ah oui, c'est génial, je confirme. Ouais, je le conseille à plein de gens. Mais il y a des gens qui après viennent me voir un peu circonspect en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça correspond un peu justement au texte qu'on publie dans 109. Donc Mathieu a écrit un truc qui nous a vraiment beaucoup plu, qui est en fait une uchronie sur le tournage de Shining en 1979. Et il a remplacé Jack Nicholson par un comédien raté du théâtre russe formé par Stanislavski, enfin l'école Stanislavskienne. C'est complètement barré, c'est hyper drôle, et le personnage principal s'appelle Igor Grabanchkin. Il est abject, il est odieux, il est symphalocrate, et en fait son pire ennemi c'est le petit Danny qui joue Danny, parce qu'il a beaucoup plus de talent que lui, évidemment. Et du coup, son idée, c'est de le tuer par tous les moyens possibles. Et ça se passe réellement sur le tournage de Shining. Donc, vous croisez Kubrick et Stephen King, qui est dans la plus sombre période de sa vie, parce qu'il est totalement alcoolique à cette époque. Donc voilà, ça s'appelle Igor Grabanchtin et le Shining, et ça sortira en mai dans 109. Et sinon, on parlait, c'est très drôle, je ne savais pas, Guillaume, ce projet de Fin du Monde. Le numéro 5 de notre revue littéraire sortira en avril et la thématique est la fin du monde. Donc il y aura 2 articles, notamment un sur le pilon. Donc voilà, comment finissent les livres en confetti ou en pâte à papier. Donc c'est assez excitant. Il y aura plein de choses assez barrées. Je pense que vous allez vous marrer. Il y a
Et un vrai faux. cette revue est génialissime, il faut le dire. Cette revue est génialissime. On essaye, on s'amuse en la faisant. Donc là, elle va être assez drôle. Il va y avoir une vraie fausse double page d'un catalogue de vente en ligne autour d'un style vestimentaire et de littérature qui est très drôle. Il y aura une nouvelle qui s'appelle Viscontine, Le chat et Viscontine de Rim Batal, qui est une amie de Guillaume, et je le remercie parce que c'est lui qui m'a mis en relation avec elle. Et donc j'aime beaucoup le travail poétique. Donc un texte inédit de Rim Batal. Et on aura aussi un article sur la littérature et le survivalisme. Voilà, qui est, et je vais en conclure là-dessus, vous allez voir, je boucle la boucle, on a confié cet article à un auteur qu'on adore parce qu'il est dans nos bureaux. Et c'est sans doute dans les textes que j'ai lus ces derniers temps, hors ceux de Bouclard évidemment, mais qui m'ont mis une énorme baffe. Et ça tombe bien puisque vous le recevez le 29 janvier, c'est Timothée Demeyer. Voilà, c'est un garçon extraordinaire, très humble sur son travail. C'est le texte pour lequel vous l'avez invité c'est une énorme baffe. C'est vraiment un texte magnifique. Et j'ai beaucoup aimé un autre texte qui était chez Asphalt aussi, qui s'appelle Demain la brûle. Donc lisez-le avant de le rencontrer et lisez-le après. Et j'étais très content de voir qu'il était invité chez vous. Et donc si vous appréciez cette rencontre, vous pourrez le découvrir aussi dans la revue numéro 5, où il parle notamment de sa rencontre avec les Mormons. Puisqu'il est question pas mal de littérature et de rapport aux archives chez les Mormons. Donc voilà, ça sortira en avril avec une très belle couverture aussi totalement fin du monde d'une illustratrice qui s'appelle Lisa Moucher. Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est vraiment fascinante et c'est pas tous les jours qu'on voit une revue aussi qualitative, que ce soit sur la qualité des textes, mais aussi sur la fabrication, puisque tu mets beaucoup aussi d'implication dans la fabrication des choses. Et je pense notamment à la carte hydrographique. Ouais. C'est une vraie fausse carte de la littérature pour aller regarder si vous n'avez jamais vu, qui était un peu notre carton de Noël. On en a vendu des palettes entières et on est très heureux parce qu'on reste une petite maison. Donc, c'est une économie fragile et voilà, tout est intéressant quand ça fonctionne pour nous. C'est le cas du texte de Guillaume qui a très très bien démarré et avec une promo qui suit son cours, donc c'est super agréable. Et puis Rosalie, c'est le départ, mais les retours sont plutôt bons aussi au niveau des libraires sur l'appréhension du texte. Donc voilà, je vous aime beaucoup et j'aime beaucoup ce que je fais et on aime beaucoup ce qu'on fait avec les garçons. Et ils ne sont pas là ce soir, mais c'est deux personnes extraordinaires. Et voilà, c'est pas toujours évident de trouver des textes et tout ça. Mais c'est super quand ça aboutit et qu'on publie voilà, ce qu'on vient de faire avec Rosalie et Guillaume, c'est très excitant. C'est jouissif, pour reprendre les termes qui ont été utilisés. La revue, alors en librairie, voilà, en librairie évidemment, mais sinon sur le site Bouclard, je crois que tu fais de la vente également. Donc, carrément. Et voilà. Vous voyez, tout est là, le stock est là. Et si vous commandez en ligne, je vous envoie un magnifique petit marque-page avec justement un petit extrait de la future couverture. On en dévoile un tout petit bout. Non, on fait tout. Hein. On est petit, c'est moi qui fais les expéditions. Je vais à la poste, la factrice m'adore, ça c'est super. Mais en librairie principalement. Voilà. Isabelle, allez, une dernière question pour Isabelle. Oui, vite fait. Du coup, je pense que vous avez répondu, mais vous avez enfin réapprovisionné la carte parce que j'avais été dans les premières à cliquer et donc en avoir une. La dernière fois, il y en avait très peu. Et en fait, je l'ai trouvée super géniale, je l'ai offerte et après, vous avez été en rupture pendant super longtemps. Donc, a priori, c'est bon, c'est revenu. On peut. Je vous confirme. On en a réimprimé.
et elle est repartie dans les réseaux de diffusion, distribution, un peu partout en France, et elle est disponible aussi en ligne. Euh, c'est marrant, parce qu'elle a quand même quelques mois, mais c'est comme le livre d'Anthony Guéret dont on avait parlé sur Proust. On commence à construire une maison de fond avec des objets un peu bizarres, du roman, on parlait de poésie. Les Québécois, pour le coup, sont beaucoup plus détendus que nous par rapport à ça. C'est-à-dire que la même maison d'édition peut publier du théâtre, de la poésie et du roman sans avoir de présomption de est-ce qu'il y a des genres ou des sous-genres. C'est de la littérature. Et je trouve ça très riche. Et ce que nous, on essaye de faire, on publie des cartes, on publie des objets un peu bizarres, on va publier des romans, on publie de la non-fiction, on a publié un truc autour de Proust sur des gens, un designer qui a chésifé les personnages de la recherche. Et c'est ce qui nous échappe, ce qui nous intéresse, et on creuse, on essaye de trouver des filons. Donc voilà, parfois ça nous mène au Québec, parfois ça nous mène en Normandie. Mais voilà, c'est super, c'est super. Et Ouais. on a encore plein de choses dans notre besace. Mais je vous en parlerai à la prochaine, au prochain Blil. Chez vous, il y a ça aussi, c'est Roger Riffard, c'est super. Ouais, ça a bien fonctionné. Alors, si vous avez aimé Roger Riffard, il y a peut-être un troisième texte. Ah, top. Et la deuxième info, parce qu'on on avait échangé, ma librairie s'est procurée, je suis passée devant hier et j'ai résisté avec beaucoup de difficultés, mais avec la rencontre de ce soir, je crois que je vais craquer. Voilà, les livres sont dispo chez moi. Eh bien, il est temps de tous vous remercier. Merci infiniment, Rosalie, Benjamin, Guillaume, pour cette rencontre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Oui, infiniment. Et surtout que ces deux livres soient encore plus visibles, encore plus lus, parce qu'ils le méritent. Et cette maison d'édition le mérite, parce qu'elle fait vraiment de très belles choses, que ce soit sur le fond et sur la forme. Alors vraiment, foncez sur Bouclard. Foncez. Bouclez la boucle. Voilà, bouclez Bouclard. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Bye bye. Merci à tous. Bientôt. À bientôt. Et oui, vous allez vous voir bientôt tous les deux. Oui. Ouais. Vous avez de la chance. Dans quelques jours. Yes, j'ai hâte. Salut, bonne soirée à tous. Ouais. Bye bye. Et la bise à Alex.